Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners, c'est encore moi, c'est encore nous. Il est temps de faire le bilan du milieu de terrain. Le dernier épisode était consacré à la défense avec Richard, Jonathan et Corentin. Et aujourd'hui, on vous propose un petit bilan de notre milieu de terrain, les coups de cœur, les déceptions, les anomalies. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec mes invités du jour. Alors, pour m'accompagner, Corentin et Jonathan ont décidé de renouveler l'expérience de l'heure du bilan. C'est que la première expérience ne devait pas être si douloureuse que ça. Salut messieurs. Salut Raoul, salut à tous. Bonjour à tous. Et le petit jeune qui n'avait pas la motivation de se lever à 8 heures du matin pour enregistrer l'épisode C'est sur la moi. défense, mais que j'ai grand plaisir à retrouver dans cet épisode-là. J'ai nommé bien entendu Louis. Salut Louis. Salut Raoul, salut à tous. Alors messieurs, je le disais, l'heure du bilan du milieu de terrain a sonné. Euh, avec comment dire, j'allais dire des bilans à mon avis, très, très, très différent pour les uns et pour les autres. Et on Mm. va essayer de prendre le temps, pardon, d'analyser la saison de chacun du milieu de terrain. Ça tombe bien, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'était avant les blessures, parce qu'après, il y en a eu encore moins. Et tout comme l'épisode, pardon, sur la défense, je vous propose d'abord, dans un premier temps, de nous consacrer au milieu de terrain que j'appellerais titulaire, le fameux triangle, le fameux trio et de faire un petit focus après sur les remplaçants. Sachant que, amis auditeurs, vous allez vous poser forcément la question, Merino est-il un milieu de terrain ou est-il un attaquant? Et pour cet épisode-là, nous avons fait le choix de le laisser dans les milieux de terrain, puisqu'il est quand même arrivé en début de saison pour évoluer en milieu de terrain, et je pense que c'est par rapport à ça qu'il faut le juger. Après, les péripéties, les aléas de la saison ont fait qu'il s'est retrouvé en avant-centre de luxe, mais c'est pas pour autant qu'on va quand même le mettre avec des attaquants. Il faut pas exagérer. Alors, messieurs, rentrons dans le vif du sujet. Ce fameux trio, composé de Thomas Partey, de Declan Rice et de Martin Ødegaard. Alors, sur le papier, c'est très alléchant. Sur le terrain, ça l'a été parfois, mais force est de constater que, en tout cas pour ma part, si en début de saison, il avait fallu émettre une réserve sur l'un des trois, et ben c'est pas sur Odegaard que je l'aurais mise, mais c'était plutôt sur Thomas Partey et la saison qu'il avait faite en 2023-2024. Puisque déjà, lorsqu'on ne l'a pas vendu, je m'interrogeais beaucoup. Et pour en avoir beaucoup parlé avec Axel, que vous connaissez, un grand fan de Thomas Partey, que je peux comprendre vu la saison qu'il a fait, euh, Thomas Partey a été au rendez-vous de façon assez générale. Alors que Martin Ødegaard a eu sa fameuse blessure et une traversée du désert, pardon, une traversée du désert jusqu'au dernier match finalement et son but victorieux à Southampton, mais qui n'aura pas le mérite de sauver sa saison. Commençons, commençons, messieurs, pardon, par Thomas Partey. Euh, Déjà, j'aimerais avoir votre impression de façon générale. Est-ce que pour vous, Thomas Partey a été une satisfaction cette année, ou plutôt une déception, ou plutôt juste au niveau que vous attendiez? Et puis après, on va rentrer un petit peu plus dans les chiffres. Allez, le petit jeune. Louis, à toi la parole. Merci Raoul. Mais je t'en prie. Oui, globalement oui, c'est la saison de Partey satisfaisante parce qu'effectivement quand on compare avec ses saisons précédentes où il faisait des bouts de saison, il n'arrivait pas à terminer des saisons où son corps ne le laissait pas tranquille.
effectivement, cette fois-ci, son corps l'a laissé tranquille. Et effectivement, il a effectué une bonne saison dans la globalité. Après, s'il faut rentrer dans les détails, effectivement, on a quand même un Partey qui a 32, 33 ans maintenant, je crois. On sent parfois dans l'intensité qu'il a été peut-être un peu dépassé. On sent que les courses au niveau verticalité, ça commence aussi à être compliqué. Mais voilà, c'est assez ironique de dire que Partey a pu enchaîner une saison sans blessure alors que Odegaard, lui, a connu ses premières blessures cette saison. C'est un peu ironique parce que souvent on était habitué à l'inverse. Mais oui, on rentrera, je pense, un peu plus dans le détail après sur Partey, mais globalement, bonne saison, satisfaisante, effectivement. Jonathan, Non, je rejoins Louis. Pour moi, Thomas Partey, c'était vraiment la première recrue du projet Arteta et beaucoup touché par les blessures. Mais là, enfin, c'est mathématique. Il a joué, euh, il a joué 52 matchs cette saison, 3900 minutes. C'est vraiment déjà à ce niveau-là, au niveau du temps passé sur le terrain, sa plus grosse saison. Et après, alors c'est vrai qu'il y a eu des trous d'air, mais on a quand même vu des très très belles performances. Moi, je me rappelle, enfin, celle qui me vient en tête, c'est le retour contre Man City où c'était vraiment son meilleur match, quoi. Et des Mm. performances qu'on a rarement vues avant. les premiers chiffres ont été lancés, on va y revenir dessus juste après. Corentin? Ouais, je rejoins Jonathan et Louis. C'est vrai que saison satisfaisante pour Partey parce qu'il a aussi été épargné par les blessures. Et pourtant, l'été dernier, c'est effectivement, j'étais le premier à dire que c'était un joueur finito et que il fallait le laisser partir. Ça sent le foot! Vraiment, j'étais. Arsenal Ouais, Club de Coupe. j'ai bien. Voilà. Mais ouais, je me suis bien trompé sur son classe cette année. Donc, mais j'ai quand même de très très grosses réserves. Attention sur ce joueur parce qu'il y a des performances qui moi m'ont fait bondir et je trouve que une certaine partie de la fanbase est très très indulgente sur son cas. Mais bon, ça, on aura le temps d'y revenir. Mais dans sa globalité, il fait une saison très satisfaisante, Thomas Partey. Ouais. Mais surtout que quand on sort du mercato fin été dernier, on a vraiment tous en tête, enfin, moi le premier, d'imaginer que le milieu de terrain sera composé de Rice en 6, de Merino à gauche et d'Odegaard à droite. Et force est de constater que ça n'a pas été ça du tout. Ouais. Bah, clairement pas. Et ceci aussi lié aux blessures au pluriel, mais surtout à la blessure de Merino qui se pète au premier entraînement, quand même magnifique. Mais Thomas Partey, euh, si on essaie d'être objectif, déjà il a dépanné à droite. Alors, il a subi les choix d'Arteta et il a rarement été mauvais arrière droit alors que c'est pas sa place privilégiée. Il a toujours fait le taf. Et tout à l'heure, je vous parlais de satisfaction, déception, ou juste dans la lignée de l'attente que l'on pouvait avoir du joueur. Moi, cette année, Thomas Partey, je vais vous le dire franchement, pour ma part, c'est une satisfaction, voire même un étonnement. Alors, on connaissait ses capacités footballistiques. L'année dernière a été marquée quand même par énormément de blessures, l'année précédente également un petit peu. Donc, on était en droit, bah, pas en droit, mais on pouvait imaginer que c'était un joueur qui physiquement était atteint, voire même fini, et que de faire une saison complète avec lui pourrait être compliqué pour cette raison. Et en plus de ça, par le recrutement de Merino, où Jonathan, tu viens de souligner, je crois que si on prend tous les podcasts de débrief et les podcasts spéciaux sur le mercato, on annonçait clairement Merino en arrivant pour jouer en 8 avec Declan Rice en 6. Donc c'était assez surprenant de voir Thomas Partey à ce niveau. Après, Thomas Partey a été de façon très générale assez bon, voire même très bon, dans un rôle qui lui va à la perfection quand devant lui, le boulot il est fait, quand devant lui tout fonctionne, quand devant lui les efforts physiques sont faits d'un point de vue défensif, parce qu'il a cette culture du football de couper les lignes. Et en plus de ça, il a une aisance qu'on n'a pas forcément toujours vue, je vous l'accorde, dans les matchs, mais de façon générale, il a une aisance technique qui lui permet déjà de ratisser les ballons et d'avoir une relance sur des espaces
des espaces pardon, très courts qui permet d'aller se projeter rapidement vers l'avant. Le problème aussi, c'est que cette année, la projection rapide vers l'avant n'a pas été euh, trop souvent à l'ordre du jour dans les matchs d'Arsenal. Donc pour ça, moi, ça reste quand même une satisfaction. Et alors moi, j'ai d'autres chiffres, mais je sais que ceux de Jonathan sont bien plus précis. Je me suis juste focalisé sur, en gros, Première Ligue et Ligue des Champions, nombre total de matchs joués, soit en étant titulaire, soit en apparition. Et Thomas Partey, c'est quand même 35 matchs de PL sur 38. Et c'est 12 matchs de Ligue des Champions. Et dans le milieu de terrain, à part Declan Rice, qui en a 13, personne ne fait mieux que lui. Et le match manquant, c'est ce fameux carton rouge qui nous, excusez-moi du gros mot, qui nous emmerde bien sur le match aller face à Paris. Il met également 4 buts en première ligue pour deux passes décisives. Et c'est pour son poste de 6 il récupère 4 cartons jaunes pardon, en PL contre 3, le fameux troisième en, en Ligue des Champions. Donc, il est passé à côté de certains matchs. Je n'ai plus votre mémoire, donc je ne pourrais pas tous les citer. Mais pour moi, il a souvent été une satisfaction. Et si ce n'est dans mes tops du match, en tout cas, c'était généralement l'un de nos meilleurs éléments. Euh, Maintenant, est-ce que il paye? Est-ce que l'on doit, bah, est-ce qu'il faut analyser sa période d'arrière droit? Je suis pas sûr, parce que je suis pas sûr qu'il ait vraiment voulu y arriver. Euh, la complémentarité, est-ce que vous l'imaginiez aussi bonne avec Declan Rice en 8? Donc jouer avec Rice en 8, c'est quand même du pain béni pour tout le monde, hein. Rice est très talentueux et donc je pense qu'il rend aussi les gens autour de lui meilleurs. C'est un box-to-box qui peut donner du support défensif, qui se projette très rapidement. Donc avoir ce genre de joueur autour de toi, ça te rend tout de suite meilleur. Bah, disons que dans notre milieu de terrain, Rice, c'est notre seul joueur qui est capable d'avoir un minimum de verticalité dans son jeu, être capable de jouer une transition. Parce que moi, le gros problème que j'ai avec Thomas Partey, c'est la dimension, on va dire, athlétique et la dimension, on va dire, participation au jeu, verticalité. Où là, par contre, c'est un joueur qui va plus briller par son travail défensif plutôt que sur sa capacité à aller amener le danger vers l'avant. Arsenal, c'est la 20e équipe en première ligue sur 20 qui fait le jeu en passant par le milieu du terrain, c'est-à-dire que Partey est quand même très absent des phases de construction. C'est un ballon qui va vite lâcher sur les côtés, donc à Saka, à Odegaard, etc. Mais c'est un joueur qui va très peu participer à la construction du jeu. Par exemple, si on regarde quelques métriques, par exemple sur les key passes, donc les passes clés, normalement, pour un milieu défensif, on va dire que les passes clés, c'est quand même quelque chose qui est important et qui, je pense, dans le jeu d'Arteta pèse beaucoup. Par match, il a 0,64 passes clés. C'est-à-dire que 73% des milieux de terrain de Premier League font mieux que lui en termes de passes clés. Donc le problème, c'est que c'est un joueur qui, oui, travaille très bien défensivement, qui est très complémentaire avec Rice, mais il lui manque ce truc où, quand il reçoit le ballon, être capable de se retourner, casser une ligne et apporter le danger vers l'avant. Et ça, je pense que du coup, on y reviendra, mais c'est ce que va essayer de gommer Arteta avec Zubimendi, c'est justement être capable de conserver le ballon dans la zone centrale et d'apporter un peu plus de verticalité, en plus de Rice ou même d'autres gardes. Donc voilà, comme on l'a dit, c'est un joueur qui a 32 ans. Effectivement, athlétiquement, ça commence à être dur. Il travaille très bien défensivement. Mais moi, ce qui m'a beaucoup embêté, on va dire, cette saison, c'est que bah voilà, quand il faut faire le jeu, quand on est face à un bloc bas, quand on est face à des lignes resserrées, bah, c'est pas Partey qui va prendre le risque de casser des lignes par la passe. Et ça, c'est ce qui m'a le plus embêté cette saison de la part de Partey. Corentin? Ouais, ouais, c'est vrai que pour revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il y avait des performances qui m'avaient un peu énervé cette saison, je trouve qu'en fait, quand l'équipe va mal, en fait, lui aussi va mal. J'ai pas l'impression que dans les défaites qu'on a pris cette année, il a pu nous sauver à un moment. J'ai l'impression qu'en fait, quand l'équipe plonge, lui aussi il plonge un peu. Parce que physiquement, je trouve que quand il faut revenir derrière, il a beaucoup de mal.
j'ai beaucoup de buts en tête, je peux pas tous les nommer, mais en fait, en tant que 6, il a des positions quand même, des positions très bizarres, je dirais, pour un numéro 6 sur des phases défensives où en fait il devrait être à cet endroit-là et il ne l'est pas du tout. Je trouve qu'il est sur certaines phases très fainéant pour revenir ou pour faire le pressing. Et je dis ça parce qu'en fait, sur la saison 2022-2023, je trouve que c'est vraiment le meilleur 6 en Europe, clairement. Parce qu'avec son activité offensive et défensive, en fait, c'était un mec à travers la télé, il nous épuisait, quoi. Parce il était partout, physiquement et techniquement. Il était quand même très, très bon avec des relances en une touche. Enfin, on sentait vraiment que c'était lui qui dictait et organisait les premières relances. Et moi, cette année-là, j'ai pas l'impression d'avoir vu un Partey beaucoup de fois à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a eu quelques matchs, comme l'a dit Jonathan, contre City, où effectivement, il avait été extrêmement fort. Je me souviens du match contre le Sporting aussi, où en fait, il a eu des matchs vraiment à un très très haut niveau. Mais si on fait la balance, en fait, je trouve qu'il a été très irrégulier, en fait, où sur certains matchs, je l'ai trouvé vraiment hors du coup physiquement. Et c'est en fait ce qui m'inquiète pour la suite sur son cas, c'est est-ce que physiquement, en fait, il va pouvoir tenir le coup encore longtemps à ce niveau-là, quoi. Alors, on y reviendra en fin d'épisode, mais Mm. c'est pas forcément ce qui m'inquiète le plus chez lui à la- à Dans l'instant les T. points positifs, je pense qu'il y a aussi un truc qui nous a vraiment sauté aux yeux cette année, c'est qu'il a réglé la mire quand il envoie des grosses frappes, quoi. Il y a eu moins de On pigeons était, tués, ouais. on était habitué à le voir tirer, envoyer des grosses mines. Là, sa précision au niveau des tirs est quand même très bien, hein. Je reviens sur les stats qu'a donné un petit peu tout à l'heure Louis. Bah, il est plus précis que 73% des autres milieux défensifs. Des milieux défensifs. Il a mis 4 buts cette année. Et ça, c'est un bon point. Alors qu'avant, pour le voir marquer, moi, je crois que le premier but qui me vient en tête de Thomas Partey, c'était contre Tottenham, je crois, où il mettait une grosse Ouais. frappe de loin il y a 3 ans de ça. Là, il y en a quand même mis 4 cette année et on l'a plus vu finir au fond des filets que chez les supporters, quoi. Après, pour reprendre un petit peu, pour être un petit peu à contre-courant de ce que vous avez dit juste avant sur la capacité de Thomas Partey à relancer, à aller chercher de la verticalité, etc. Tu parlais Louis, tu parlais des passes clés où c'est quoi, 74% des milieux de terrain sont meilleurs que lui, etc. Je pense que euh, il paye la qualité médiocre de nos prestations tout au long de la saison. Je m'explique, c'est-à-dire que, alors on reste dans le foot moderne, je l'entends bien, mais quand tu es un 6 et qu'autour de toi tout va bien, je vais prendre l'exemple de Verratti à l'époque, par exemple. Tu ratisses, tu donnes le ballon à tes créateurs de jeu, tu t'arrêtes là, tu te replaces et c'est fini. Mais il faut que derrière, il y ait une animation offensive qui se mette en place et il faut qu'il y ait de la projection vers l'avant. Je suis pas sûr que ce soit toujours au numéro 6, même si c'est peut-être la première rampe de lancement, d'aller chercher systématiquement la verticalité. Je trouve que Thomas Partey, dans son rôle qui était le sien, à savoir récupérer le ballon, peut-être éliminer son opposant direct par un crochet, un dribble et de lâcher rapidement sa balle, moi, c'est quelque chose que je pense que l'on aurait pu trouver, au contraire, très intéressant si, derrière, on avait eu des, des dynamiteurs de jeu, si Ødegaard avait été au rendez-vous, si Martinelli avait été au rendez-vous, si Saka n'avait pas été blessé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais finalement, un 6 qui récupère et qui lâche sa balle très rapidement pour laisser la créativité à quelqu'un d'autre, c'est pas forcément quelque chose en soi de dérangeant. Mais il faut que, par contre, autour de lui, il y ait les mouvements et les créateurs qui vont bien. Et je pense que cette année, on n'avait pas tout ça. Et que donc, du coup, c'est quelque chose qui saute un petit peu aux yeux, en tout cas à vos yeux. Mais moi, c'est pas là-dessus forcément où j'ai été le plus déçu de Thomas Partey. En tout cas, ça sera pas
dans mon bilan de fin de saison, ce ne sera pas le milieu de terrain qui m'aura clairement le plus déçu. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je veux nuancer Ouais, Ouais, par mais ouais. là? Hmm. Je vois ce que tu veux dire, Raoul, parce que c'est vrai que, en fait, là, on va dire on va en parler tout à l'heure, mais les lacunes d'Audegarde ont un peu révélé aussi le fait qu'on avait très peu de milieux créatifs, on va dire. Et c'est vrai que du coup, des fois, on s'attendait à ce que Partey casse 5-10 fois les lignes tout au long d'un match. Et c'est vrai qu'au final, c'est pas quelque chose qui faisait non plus excessivement quand il était très très fort. Lui, c'était vraiment le distribuer le plus rapidement possible à un milieu qui était plus créatif, en l'occurrence Haute-Garde. Donc là, c'est vrai que le fait que Haute-Garde ait été dans le dur cette saison, on en attendait plus de Partey. Mais au final, est-ce que c'était son rôle et surtout, est-ce qu'il en était capable? C'est aussi pour ça qu'on cherche un 6 de type Zubimendi qui, lui, est capable de faire ce genre de performance au milieu, quoi. oui, mais Juste pour compléter, vas-y, pardon vas-y, Louis, Raoul. juste avant que tu prennes la parole, parce que c'était plus à toi que ça allait s'adresser, quand on parle de verticalité ou quand on recherche la verticalité, elle a quand même l'avantage d'accélérer le jeu et de se projeter rapidement vers l'avant. On est tous d'accord Hmm. là-dessus. Donc quand Oui. Mhm. tu as, et c'est là que je voulais juste expliquer mes propos, en tout cas les préciser, lorsque tu as un milieu de terrain défensif, un 6 qui récupère la balle et qui la lâche très rapidement, le fait qu'il la lâche très rapidement, il est là l'accélérateur de jeu à ce niveau-là. Mais si, alors je vais reprendre l'exemple de Degarde, de toute façon on va en parler juste après, mais si tu donnes ta balle à ton créateur, au joueur qui est censé être le plus créatif de ton équipe, le plus technique, et que ce joueur-là, il te fait 15 touches de balle pour finalement la donner à Saliba ou à Gabriel, l'accélération du jeu ne sert plus absolument à rien. C'est là où je veux dire que Hmm. finalement, le jeu de Partey aurait pu être complémentaire si derrière les autres avaient suivi. Voilà, c'était juste ça que je voulais apporter comme précision, Louis. Maintenant, je sais que tu vas pouvoir. Vas-y, tu peux me détruire, je suis là. Non, non, mais j'entends ton point de vue. Après, le truc, c'est que tu dis que, enfin voilà, le Partey a pour rôle de lâcher rapidement son ballon. Mais le problème, c'est qu'il ne le lâche pas tout le temps rapidement son ballon, hein. Il y a des fois où ça a été très très lent dans les prises de balles, dans les prises de décision, parce que bah, Partey, comme on l'a dit, il est 32, 33 ans, forcément, tu bouges plus de la même façon. Après, je suis pas d'accord sur le fait que, par exemple, tu vois, la créativité doit se reposer que sur Odegaard. Parce que la saison dernière, quand on fait le run-in de folie là, sur la deuxième partie de saison, c'est pas Partey notre numéro 6, hein, c'est Jorginho. Et c'est Jorginho qui, justement, lui, arrive à déceler les bons ballons, à casser les lignes, etc. Ça, il arrive à le faire. Et du coup, la créativité bah, en fait, elle était partagée entre un haut de garde, entre un Jorginho qui est capable de casser deux, trois lignes par la passe, qui est capable de casser un pressing. Et là, le truc, c'est que Partey, on a l'impression qu'il reçoit le ballon, effectivement, il va se retourner. Mais soit c'est latéral, soit c'est derrière lui. Et en fait, le problème, c'est que du coup, on a un numéro 6 qui n'a pris aucun risque dans les courses ou dans la construction du jeu. Et forcément, quand tu es face à des blocs bas et que tu as ton numéro 6 qui prend le ballon et qui distribue de manière, on va dire, sur les côtés ou derrière lui, bah, ça donne le sentiment qu'on a eu tout au long de la saison, c'est de dire, bah, on se fait chier, quoi. On se fait chier parce que le temps qu'on distribue le ballon, tout le bloc adverse est regroupé, toutes les lignes sont resserrées. Et au final, eh ben, effectivement, on a Odegaard qui est entouré de 4-5 joueurs, on a un Saka qui est entouré de 3 joueurs, alors que la saison dernière, on arrivait à se sortir de ces pièges-là parce qu'on avait un Jorginho qui était capable de casser des lignes par la passe, hein, pas par la course évidemment, Jorginho, tout le monde le connaît, mais par la passe, il était capable de le faire. Et je trouve que cette saison, eh ben, ça nous a beaucoup manqué d'avoir un 6 qui était capable de distribuer, de casser des lignes par la passe. Je suis d'accord. Non, mais alors, je te rejoins, mais il va y avoir un mais et je ne vais pas avoir le dernier mot. Mais tout à l'heure, tu disais que tu n'es pas d'accord de réduire ça à la créativité de Degarde ou de laisser la créativité à Degarde. Moi, j'ai cité Degarde, Saka, Martinelli, par exemple. C'est-à-dire que je laisse pas Degarde tout seul dans sa muise et dans sa post-blessure. Je dis juste que quand on cherche de la verticalité, déjà, il faut qu'il y ait du mouvement. Déjà. Et il faut qu'il y ait un mouvement vers l'avant parce que sinon, c'est compliqué de trouver du monde. Et c'est pour ça que je dis juste avant que c'est dommage que les autres n'aient pas été au rendez-vous et pour la plupart à leur niveau, parce que le seul qui aurait été à son niveau dans le milieu de terrain restera et restera Declan Rice, on va y venir juste après. Euh,
c'est un sport collectif où tu dépends des déplacements, de la volonté, des appels de balles, de la disponibilité des uns et des autres. Et c'est ça aussi qui aura manqué. Et c'est ça qui aura donné un boring Arsenal cette saison. Et encore, quand je dis boring Arsenal, je trouve encore très, très, très gentil. Jonathan, autre chose à rajouter sur Thomas Partey? Nope. Nope. Ok. Euh, on monte d'un cran? Corentin? On fait les notes. Oui, pardon, Je peux excuse-moi. dire les Oui. notes? Allez. En plus, j'avais deux colonnes AFC et internautes, bien sûr. J'ai mon stylo, je t'écoute. Allez. Donc, Partey, au niveau des rédacteurs, a eu la note de 5,98. Donc, juste en dessous de Timber, qui a 6. Donc, Il est classé combien du coup sur la il est saison? classé, il est classé huitième sur, non, attends, excuse-moi. 1, 2, 3, 4, 5. Et ouais, neuvième sur la saison, sur les rédacteurs. Et au niveau des supporters, il a 6, donc ce qui est à peu près la même note que 5,93. Donc non, il a plus une note élevée au niveau des supporters. Et il est, 1, 2, 3, il est neuvième aussi sur les supporters. Voilà. Donc il est un peu dans le ventre mou, quoi, du Ouais, classement. ouais, ouais. Voilà. Merci beaucoup, Corentin. J'avais complètement Pas de zappé. souci. Declan Rice, Mr. Rice. Rice, Rice. Ouais, je vais vous laisser la parole parce que moi, sinon, je vous fais un monologue d'une demi-heure sur la saison exceptionnelle et sur le fait que, pour moi, il a été le meilleur joueur d'Arsenal cette saison et de loin, Hmm, même si ouais. on a pu le remarquer que les notes ne disent pas la même chose. Mais Hmm, ouais, il aura porté l'équipe en deuxième période, en deuxième partie de saison, pardon. Et on n'a pas attendu son doublé contre Real Madrid pour dire qu'il était déjà très très bon. Alors il a eu des matchs où il était moins performant. Mais moi, je vais résumer comme ça, dans son engagement, dans son intensité, dans sa volonté, dans son leadership, alors que c'était sa deuxième année chez nous. Moi, j'ai l'impression de voir un Declan Rice à West Ham qui a le brassard depuis X années, que le mec, il est au club depuis 6 ans, que limite, il vient de l'académie, qu'il est né à Colney, qu'il a porté qu'un seul maillot dans toute sa vie, c'est celui-là d'Arsenal. Et rien que pour ça, déjà, un grand chapeau, même s'il est professionnel, qu'il est payé pour, etc. Mais il aura porté l'équipe et franchement, il aura parfois comblé la nonchalance de certains, l'absence ou le côté fantomatique, pardon, d'autres personnes. Juste quelques chiffres que moi j'ai relevés. Rice en PL, c'est 4 buts, 7 passes D, 35 matchs joués, titulaire ou rentré en cours de période, en cours de match, pardon. En Ligue des Champions, c'est 13 matchs joués, c'est 4 buts et c'est 2 passes D. Pour quelqu'un que l'on imaginait être notre 6 titulaire en début de saison, il a eu une éclosion. Alors, pas tout de suite, parce qu'il a eu du mal à trouver son poste en 8, mais il a pris la mesure de ce poste-là. J'allais dire peut-être novembre ou décembre, j'ai plus trop en tête, mais c'est à peu près la période hmm. que je me suis fixé. Et après, il est devenu juste Mr. Rice. Voilà, donc moi, franchement, un grand coup de chapeau à ce qu'il a fait cette saison. Et voilà, et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en tant que 8 titulaire l'année prochaine, parce que voilà, le poste, il le maîtrise maintenant. Et pour moi, c'est un joueur qu'on verra à une dizaine de buts la saison prochaine, j'en suis quasiment convaincu. La parole est à vous, messieurs. Non, c'est vrai que Et c'est Declan, je vrai, t'aime. c'est un vrai plaisir et c'est une vraie fierté d'avoir pu récupérer le joueur de la West Ham, sachant que quand il arrive, on est un petit peu en concurrence avec City. Bon, pas très longtemps, mais il y a quand même City qui nous ont fait une petite frayeur à ce moment-là. Et il a fait une saison exceptionnelle. Il a mis du temps à se mettre en route, c'est vrai, mais je pense qu'il faut aussi il faut aussi prendre en compte le facteur que la saison 2024 de PL, elle se finit fin mai. Il part à l'Euro après. Il part à l'Euro, donc il n'a pas le temps de finir sa saison, qu'il part directement avec les Three Lions en préparation. Il y a l'Euro du 14 juin au 14 juillet. On sait que les Anglais vont en finale de l'Euro face aux Espagnols. Ils finissent ça mi-juillet. Ça lui laisse quand même pas beaucoup de temps pour se reposer, après une saison qui était quand même énorme.
Et la saison de PL recommence le 17 août. Donc on se doute que ça pèse à un moment ou un autre. Et ce qu'on a pu voir bah, sur ce début de saison, il a aussi eu bah, ce deuxième carton jaune malheureux contre Brighton qui fait que ça l'a handicapé pour le match d'après. Et, et je pense que c'est quand même un gros facteur qui fait que sa saison a mis du temps à se mettre en route. Mais après, tout ce qu'on a vu derrière, sans parler de chiffres, hein, le Mm. leadership, c'est ça, c'est ça pour moi qui a été le plus flagrant chez ce joueur cette année-là, en tout cas. Et c'est pas quelqu'un qui se cache, hein. Il a pris ses responsabilités. Quand il marque ses deux coups francs contre le Real, Arteta était le premier à le dire, hein. Jover, quand il lui faisait les signes sur le côté, c'était pas pour lui dire enroule là, c'était pour lui dire centre. Et Mm. c'est là où Saka lui dit bon bah si tu te sens, tu te sens. Il s'est senti, il a pris ses responsabilités, il l'a fait. Donc ça, c'est dans un match d'une telle ampleur, c'est quand même cool d'en avoir un qui sent qu'il a les épaules, qui prend ses responsabilités en main, qui prend les risques et qui va au bout, quoi. Ouais, ouais, que dire sur Declan Rice quand même. C'est vrai que c'est vraiment un joueur de classe mondiale, quoi. Ce qui nous fait, la première saison qu'il nous fait, c'est une saison de référence en tant que numéro 6. Et là, la deuxième saison qu'il nous fait, c'est une saison de référence en tant que numéro 8, quoi. Moi, je connais pas beaucoup de milieux capables de faire ça à ces deux postes-là. Surtout que moi, au début de saison, je voulais vraiment absolument le voir en numéro 6 parce que du coup, vu ce qu'il nous avait fait l'année dernière, dans ma tête, je pensais que c'était indissociable en fait, donc qu'il ne pouvait que être plus fort en numéro 6 mais au final, il nous a montré que pas du tout. C'est vrai que tu l'as dit, Raoul, tout à l'heure, il a mis un petit peu de temps quand même à se mettre dans ce nouveau rôle de numéro 8 parce que quand j'ai regardé les notes de début de saison, c'est vrai que Declan Rice n'a pas des notes exceptionnelles sur ce début de saison. Donc, donc c'est vrai il a mis un peu de temps, mais dès qu'il s'est mis dedans, franchement, sur la deuxième partie de saison, mais c'est ce qu'il nous fait, c'est juste exceptionnel, quoi. Alors forcément, je pense que le monde retiendra les deux coups francs contre le Real Madrid parce que c'est tellement marquant en fait, que c'est tellement un truc qui n'arrive jamais, et surtout pour nous en plus, surtout pour lui d'ailleurs, parce qu'il n'avait jamais marqué de coup franc de sa vie. C'est tellement un truc lunaire et exceptionnel que je pense que les gens s'en souviendront dans 40 50 ans, quoi. Donc, rien que là-dessus, c'était vraiment exceptionnel à vivre. Mais si on prend juste la partie euh, persévérance, leadership, comme disait Jonathan, c'était vraiment exceptionnel, quoi. C'est lui qui nous a porté sur son dos toute la deuxième partie de saison. Dès que ça n'allait pas, il sortait du bois Le match pour y contre aller à fond. Newcastle, Donc, le match contre ouais, Newcastle en témoigne bien parce que je crois que sur le Discord, on est tous à la mi-temps à se dire il est où Declan Rice, on l'a pas vu. Et ouais. c'est lui qui nous sauve. Ouais, ouais. Non, mais vraiment, en plus, il y a tellement d'exemples comme ça parlant. Enfin, on va pas tous les citer, mais vraiment, tout le monde est d'accord pour dire que voilà, cette saison, en tant que milieu, en tant que numéro 8 des Canaries, c'était vraiment un joueur de classe mondiale. Voilà. Et là, il n'y a vraiment aucun débat là-dessus, quoi. Et en plus de ça, leadership, alors, tu as le côté leadership footballistique et après tu as le leadership physique, investissement, le mec il lâche rien. Moi j'ai le match de Ligue des Champions, le match aller, donc à l'Emirates, là où j'étais, où je crois qu'on le voit pas trop en première période. Et j'en parle avec Pierre qui était au stade avec moi. Il disait Declan Rice, tu voyais qu'il était comme un petit peu bridé par Arteta en disant d'abord on défend bien, etc. Et sur la dernière demi-heure, il se met en mode vénère, il prend le ballon et il commence à pousser sur ses jambes, à aller chercher le surnombre et à chaque fois ça passait quoi. Et pourtant on sait que c'était Paris en face et que le milieu de terrain est quand même très très bon et que tu les passes pas comme ça. Donc je trouve que j'ai j'ai du mal, j'ai du mal à savoir si cette saison-là, qui est la deuxième, est meilleure que l'année dernière, tellement déjà l'année dernière, il était épatant. Mais c'est pas le même registre non plus. Donc, Louis, tu en penses quoi, toi, de Mr. Rice? Disons que la saison dernière, on avait entreaperçu la possibilité d'avoir un Rice en profil de box-to-box numéro 8 qui était déjà bien au rendez-vous et pas mal. Et il y avait une bonne promesse à ce niveau-là de dire, voilà, est-ce qu'il maintenant il va confirmer?
Et la réponse est que oui, oui, évidemment, elle a confirmé. Je rejoins totalement ce que Jonathan et Corentin ont dit. Effectivement, le mot-clé, c'est leadership. Leadership sur et en dehors du terrain. On l'a dit sur le terrain, notamment avec son doublé contre le Real Madrid. Effectivement, personne l'avait jamais vu tirer des coups francs. Et finalement, c'est lui qui prend le ballon et l'envoie de lunettes. Leadership aussi en dehors du terrain, parce qu'il faut aussi se rappeler que cet hiver, quand le mercato démarre, il prend le micro et il dit bon bah voilà, on est un peu short en attaque, donc il faut que le club se bouge un peu. T'as pas beaucoup de joueurs qui l'auraient fait publiquement au micro, donc ça aussi faut souligner le leadership qu'il a pris. On va dire la place physique et vocale qu'il prend sur le terrain est assez impressionnante. Et à tel point que bah, finalement le capitaine lors de notre dernier match de la saison, bah, c'est Declan Rice. Parce qu'effectivement, Odegaard, je crois, est sur le banc. Gabriel est blessé. Gabriel est blessé, etc. Donc, on comprend un Declan Rice qui monte petit à petit dans la hiérarchie du groupe d'Arteta. Et je ne serais pas étonné que, voilà, en cas de départ, par exemple, de Gabriel Jesus cet été, on espère, enfin, on verra, qui monte un peu plus dans la hiérarchie des capitaines et qui se retrouve, pourquoi pas, troisième capitaine, quoi. Donc ouais, c'est mérité. Franchement, il fait une saison exceptionnelle à tel point que finalement, parce qu'on l'a quand même payé 120 millions, je crois, 120 millions d'euros. Les joueurs comme ça, régulièrement, tu réentends l'argument du prix, etc. Et pour Declan Rice, franchement, ça fait un an et demi qu'on n'entend plus du tout l'argument du oui, mais il a coûté 120 millions, etc. Parce que t'as 120 millions et t'as un superbe retour sur investissement, t'as vraiment un leader au milieu de terrain, un leader physique, etc. Donc, bah, pourvu que ça dure, quoi. Et Mais surtout, pourvu que son corps le laisse tranquille, parce que cette saison, il a eu quelques alertes, je crois, où il a dû manquer peut-être un ou deux matchs sur blessure, il me semble, où il était sur le banc parce qu'il y a eu des petites gênes, etc. Donc, ça a été en plus l'un des seuls qui est resté fit cette saison. Donc, pourvu que ça dure. t'as encore Il s'était envie cassé un de, orteil, je crois, à l'automne. Il y avait eu ça. t'as envie de faire un virement au West Ham, tu sais, un petit truc en plus, une petite prime. Oui, t'as envie de leur dire, là, Tenez. tenez, prenez 100 millions en plus, parce que là, vraiment, on est Ouais, gêné de Ouais, vous j'aurais avoir là, donné 100 100 millions tout millions. de suite. Voilà, là, voilà. Non, On mais voit je la veux dire, 100 000, générosité des gens du Nord, tu vois. Non, non, moi j'aurais dit un non, petit mais 10 millions, tu vois. on va dire 100 millions plus coup 12, quoi, tu vois, Ah, un deal qui peut se c'est. faire rapidement, quoi. Mais je pense que la grandeur d'Arsenal à venir, si elle doit venir, passe par ce genre de joueurs-là et qu'à un moment donné, je pense qu'il y a un leadership naturel et un capitanat naturel. Alors, je comprends les institutions avec l'ancienneté, donc c'est-à-dire, alors, il y a l'ancienneté, la qualité technique, Ødegaard, Gabriel Non, mais en... Gabriel Jesus, on a déjà parlé de ça, Raoul. Non, Gabriel non, mais Jesus, moi, vice-capitaine, toi, tu terminé, comprendras ça. jamais ça. Mais oui, mais Ah non, non, je il ne est pourrais tellement... jamais ça. Non, moi, je parlais de Gabriel tout court, qui est le numéro... Non, c'est Saka Ah oui, numéro oui, oui. 2, Saka numéro 2, Gabriel numéro 3, je crois. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir... euh, Alors, c'est très compliqué mentalement, mais moi, je pense il doit être dans les deux capitaines la saison prochaine. Je vois... Ah, ça, pas de souci. Après, de là à enlever le brassard à Odegaard parce qu'il nous fait une saison off, ça non. Mais oui, 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 il devrait remonter très logiquement dans la hiérarchie à ce niveau-là. Et Pour il a moi, vraiment une place de numéro 2 là-dedans. c'est ouais, il est voilà assez exceptionnel et je crois qu'il est dans l'équipe type de la Ligue des Champions, si je me c'est trompe ça, pas. ouais. Oui, C'est ça, ouais. exactement. Et j'ai pas souvenir de l'équipe type de Première Ligue. Donc ça, je pourrais pas vous dire. Mais je crois qu'il doit, en tout cas, s'il y est pas, il doit pas en être très très loin. Mais il me semble qu'il y est également. Il faudrait que je vois Louis qui cherche déjà. Tu nous J'arrive, diras Raoul, ça. j'arrive. Non, non, mais tu nous diras ça tranquillement. Et pendant que tu cherches, Louis, on va faire un grand écart, messieurs, puisqu'on va passer de Declan Rice à Martin Odegaard, notre capitaine. Les notes, les J'ai pas le droit notes. de Les dire, notes, les j'ai pas le notes. droit de dire les notes, Raoul, Ça, sur lui. Les notes. Non, mais il veut vraiment tu pas sais dire les pourquoi? notes, hein. Tu sais C'est dingue, hein. pourquoi? Non, mais on va pas tout trahir, même si tu as déjà donné le classement dans le premier épisode sur la défense. Oui. Et je trouve que quand on parle de moyenne, de toute façon, je ne peux que m'écraser. Mais qu'il soit pas numéro un loin devant tout le monde, moi, je suis sur je suis sur le cul. Vraiment, je suis sur le cul. Ouais, mais C'est sûr. T'as un Saka qui a fait, t'as un Saka qui a fait un super début de saison. Au niveau des passes décisives, Saka, dans les 6 premiers mois, il était en route pour passer Thierry Henry et De Bruyne.
Donc il y a Mhm. peut-être aussi Ouais, non, bien ces sûr. Mais notes-là moi, qui ont. et on a eu ces discussions-là, je crois, dans le dernier débrief de match. Je parle dans le contenu de jeu. Je fais juste une parenthèse. Je répète Ouais, ce que bien je sûr. dis. C'est-à-dire que Saka, il a pu faire des traversées du désert pendant un match et être juste là sur un moment clé, faire une passe D, un but, et ça lui mettait tout de suite un 8 ou un 9. Ah Je oui, bah, trouve. c'est ce qui est. Eh oui, Ouais, j'entends bien. bah, c'est le foot. Bah, non, non. C'est pas mon foot. Voilà, on va dire que c'est pas mon foot. Moi, je Oui. préfère valoriser quelqu'un qui va se battre de la première à la dernière minute, qui va être présent du début à la fin et qui va avoir un impact soit immédiat, soit un peu plus caché. C'est le foot que j'aime. Après, bien sûr qu'on a besoin d'artistes, etc. Je pense juste, moi, que Saka, en tant que Starboy et en tant que joueur de l'académie, bénéficie d'une sorte de Je sais même pas si c'est ça. Je sais même pas passe si c'est ça, Raoul. droit, Mais surtout je que dirais ça. les Après, quand on notes, voit que on c'est les. Louis qui fait les notes, hein, alors Non, mais Oui, c'est les ça. notes. Je pense surtout qu'il y a un con qui a dû lui mettre zéro à un match et puis du coup, ça a flingué sa moyenne. Mais il y a, Mais il y a- il quel, y a- mais oui, c'est ton zéro qui quel flingue con! tout. Mais oui, c'est mon zéro qui flingue Rice, Mais putain. t'es Yes. con. Bah, non, mais il le mérite. Désolé, il le mérite, effectivement. Je suis très dur avec lui, mais je l'aime tellement que je suis obligé d'être dur quand Non, il mais faut. Donc, j'avoue, je lui ai mis il y a- zéro et puis contre Brighton, et c'est tout. Voilà. il Il y est a aussi terrible. le fait que les notes, on les sort 1 heure après le match. Donc, du coup, si tu as un joueur qui vient te sauver un résultat qui est un petit peu tendu, émotionnel, enfin, tu as toujours le petit côté émotion qui bien fait sûr. que le joueur qui marque va en bénéficier. Non, mais après, pour ça, je dis que quand on parle d'une moyenne entre les internautes et la rédac, sur 38 matchs de première ligue, plus il y a la Ligue des Champions avec dans les moyennes. Il y a tout, il y a il y a Ouais, toutes les compétitions mélangées, voilà. oui. Donc, c'est comme une équipe qui fait championne de première ligue après 38 journées. À un moment donné, la régularité est là. Mais c'est vrai que moi, d'un point de vue très personnel, je comprends pas qu'il ne soit pas au-dessus de tout le monde. Pardon. Les notes, Corentin, peux-tu nous les donner, s'il te plaît? Oui, À bien part sûr, le Raoul. zéro de Louis. Mérité, mérité. Il Euh, a fait un rouge stupide. Enlève le dans le tableau le zéro de Louis pour voir la différence. Donc, Rice est deuxième joueur, que ce soit au niveau des supporters ou des rédacteurs d'ailleurs. Donc voilà, voilà. Les gens sont d'accord avec nous, Raoul, que tu le Ouais, veuilles je ou vois non. ça. Non, mais je vois ça. Mais en plus, on Mais l'a voilà. souligné hein, dans le premier podcast de la Défense, les notes sont quand même très très proches entre la rédaction et les auditeurs. C'est ça, à part pour quelques joueurs, mais sinon c'est quand même très proche. Donc Rice sur les supporters, il a 6,39, ce qui est parce que c'est vrai que je l'ai pas dit pour le bilan de la défense, mais quand même 6, tout ce qui est au-dessus de 6,20, c'est des notes très élevées parce que c'est des notations sur 10, donc on est quand même sur les top joueurs de la saison. Donc là, Rice, il a 6,39 pour les supporters et au niveau de la rédaction, il a 6,22. Il a été beaucoup mieux noté par les supporters, mais Ah, ils ont voilà. pas mis de zéro contre Brighton. Tu m'étonnes. On se demande pourquoi, on se demande pourquoi. Donc pourquoi il n'est pas devant Saka, c'est que effectivement, comme Jonathan l'a dit, Saka est sur une série monstrueuse en début de saison, et puis Rice a eu du mal à un peu s'acclimater à ce poste de 8, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que je pense que si on n'avait pas eu ce, ce, ce gros début de saison de Saka, je pense que Rice est serait très largement devant Saka. Ouais. Allez, c'est l'heure du grand écart. Je le disais juste avant. Martin Ødegaard, messieurs. Ouf, Ouais, ouf. Aïe, aïe, aïe. ouais. Et Le dossier, le là, dossier. j'ai une grosse pensée pour Nico, qui va nous écouter forcément, qui est un grand fan de Martin Ødegaard, mais qui, en fin d'exercice de podcast, commençait à être assez objectif sur les performances de Martin Ødegaard. Pour moi, c'est la déception de l'année. Alors, il y a des explications à tout ça et sa blessure en fait fortement partie, mais je trouve qu'elle n'explique pas tout et je pense que il y a eu un manque de discernement dans ce que l'on attendait de lui ou ce qu'il devait faire. Il est resté bloqué sur le jeu qui lui réussissait très bien la saison dernière. Et je trouve qu'il n'a pas su faire évoluer son jeu. Il n'a pas su porter l'équipe vers le haut à son retour. Et voilà. Et moi, j'espère juste que c'est une année sans et que l'année prochaine, on reverra un autre Martin Ødegaard. Mais très honnêtement, j'ai un gros point d'interrogation à ce niveau-là.
Voilà. Je vais pas en dire plus non plus. Je vais lâcher mon ballon rapidement à la Thomas Partey. Qui veut commencer avec Martin Dedegaard, messieurs? Bah, moi, je veux bien commencer. C'est vrai de toute façon, on est tous globalement d'accord pour dire que cette saison, par rapport à ce qui nous avait habitués depuis qu'il est à Arsenal, c'est une déception. Pourquoi c'est une déception? Parce qu'en fait, il a été, on va dire, inexistant dans beaucoup de matchs sur la création et il a manqué de magie en fait, tout simplement. Et cet aspect technique et un peu cet aspect magicien. On disait tout le temps, on regarde le magicien, on regarde le magicien. Cette année, vraiment, on n'a vraiment pas vu de magie de sa part. Même si au niveau des statistiques, il a quand même 11 passes décisives et 6 buts. Mais par rapport à ce qu'on attend de lui, en fait, et par rapport aux standards auxquels il nous avait habitués, c'est peu. Je parle toute compétition confondue, hein. Et si on revient un peu au début de saison, c'est vrai que on est obligé d'en parler. C'est cette blessure avec la Norvège où déjà il se prend un petit coup sur le premier match. Je crois que c'est le deuxième rassemblement avec la Norvège, je crois, ou le premier, je sais plus exactement. Deuxième. Ouais, le deuxième, voilà. Et donc il se prend un petit coup à la cheville sur le premier match et après il se blesse assez gravement à la cheville sur le deuxième match où d'ailleurs Magnifique l'interview, conférence de presse. voilà, Magnifique j'allais dire. conférence de presse de son coach. Je pense que Louis, quand il a vu ça, il avait envie de se taper la tête contre les La murs. conférence de Comme... presse complètement lunaire du coach qui dit que ouais, c'est vrai qu'il aurait peut-être pas dû le faire jouer. Enfin bref, je Et pense que qu'à Arteta, à, ça va pas Avec être le un bon, ça recul, c'est sûr. avec le recul, j'aurais peut-être dû le mettre sur le banc. à ce moment-là, je pense qu'on était tous complètement, on a tous complètement pété les plombs, à juste titre d'ailleurs. Mais enfin voilà, du coup on le perd pendant un petit bout de temps. Et c'est vrai que pendant tout ce moment-là, on se dit putain mais comment on va faire sans notre garde au milieu? C'est la cata. On n'a pas de joueurs créatifs au milieu, on va pas s'en sortir. Et Et au c'est les gros final, matchs qui arrivent. Et c'est c'est les les gros gros matchs matchs qui à ce arrivent. moment-là. C'est des gros matchs qui arrivent. Donc, et pourtant, pendant qu'il est pas là, on arrive quand même on galère sur quelques matchs, mais on arrive quand même à faire des bonnes séries. Et au moment où il revient, je m'en souviens je crois, du premier match où il revient, il est très très fort et on se dit, voilà, ça y est, il revient, on va enfin pouvoir Mm. retrouver notre jeu, etc. Et c'est toujours ce moment-là où quand tu reviens de blessure, t'as deux, trois matchs derrière où tu es très très fort. Et puis petit à petit, après, il est redescendu en intensité et en tout, en fait. C'est pas que en intensité, en précision, en technique, en fait. Et on l'a senti un peu disparaître des radars petit à petit jusqu'à devenir un fantôme sur certains matchs, quoi. Et à chaque fois, on se disait, il va revenir, il va revenir, il va revenir. Ensuite, il y a eu la petite blague autour du fait qu'il avait un gosse. Et on disait, ouais, il doit pas beaucoup dormir et tout, c'est normal. Mais bon, ça a duré, au final, ça a duré toute la saison. Le gamin est Et je pense majeur que depuis. et je pense que voilà, je pense que c'était après c'est la confiance quoi. Il a manqué de confiance et même les frappes de loin sur lesquelles il était spécialiste en fait, au final il a jamais tenté à aucun moment des frappes de loin. Il en a eu quelques-unes, notamment contre le PSG où Donnarumma sort quand même un arrêt extraordinaire sur cette frappe. Mais c'est vrai qu'on Celle de attendait beaucoup. Liverpool. Ouais, c'est vrai. Et on attendait beaucoup plus de sa part, en fait. Et comme on l'a dit quand on parlait de Partey juste avant, on attendait. En fait, tous les espoirs offensifs dans la création sont tellement reposés sur ses épaules que quand ça va pas de sa part, là, on a vu qu'il y avait un gros problème offensif, quoi. Et je pense qu'au final, si on doit retenir un point positif de ça, c'est on peut pas on peut pas se permettre de se reposer uniquement sur notre garde, quoi. Parce qu'on l'a vu cette saison, en fait, si lui n'est pas là pour faire l'étincelle offensive, qui d'autre peut le faire, quoi. Et donc voilà sur la saison d'Odegaard qui moi aussi ça me fait mal hein, parce que j'adore ce joueur, hein. Franchement, c'est mon joueur préféré d'Arsenal. Mais là cette saison, ça m'a fait très très mal de le voir comme ça et au final, je saurais même pas expliquer pourquoi il a fait cette saison quoi. Parce que je pense que il y a eu un peu de tout, il y a eu une addition de sa blessure et du fait de sa vie perso qu'il y a dû avoir de grands changements mais c'est vrai que c'était vraiment ça me faisait de la peine de le voir sur certains matchs cette saison vraiment. Et il sort d'une saison 23-24 qui était exceptionnelle, hein. On avait fait un papier sur lui C'est à la fin de ça, la saison c'est ça. dernière où c'était C'est- Bah, vraiment c'était notre le joueur de la saison, hein, clairement, l'année dernière. le Il chef avait. d'orchestre. Hmm. Et il avait vraiment fait une super saison.
Et là, c'est vrai qu'on l'a vu, c'est quoi, enfin, mi-décembre, vers le 20 décembre qu'on a commencé à voir que ça allait plus. Et enfin, on avait sorti un tweet où il avait des stats sur 4 5 matchs, que ce soit au niveau des balles perdues. Des balles perdues, ça c'était hallucinant. Balles perdues et ces duels qui étaient complètement à la ramasse pour un joueur de ce niveau, quoi. Et ça a gentiment perduré jusqu'à la fin de la saison, même s'il y a un petit peu de mieux. Mais c'est vrai que c'est quand même très léger. Léger, ouais. Ouais, Louis? après, c'est comme, effectivement, c'est comme Partey, il faut prendre enfin, la vision globale où, effectivement, je pense qu'il a aussi beaucoup souffert de l'absence de Saka, parce qu'on sait que le triangle White-Saka, Odegaard, c'était le triangle préférentiel un peu au niveau créativité. Après, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'effectivement, Odegaard, du coup, a été blessé en début de saison, et on a vu, du coup, à Saka qui a élevé son niveau et qui a vraiment porté à bout de bras aussi bien en termes créatifs qu'en termes de but, tout simplement, il a porté l'équipe. Et à l'inverse, quand Saka était blessé, qu'il n'y avait plus qu'Odegaard, Odegaard, ça a été très, très compliqué. Et effectivement, quand on compare avec l'Odegaard de la saison dernière, ça fait très, très mal. Il y a des chiffres qui font très, très mal, notamment sur, par exemple, les actions qui amènent à un but, les actions qui amènent à un tir, pardon. Pour un, pour un numéro 10, c'est quand même une donnée très importante. La saison dernière, il était à 6,41 actions qui amènent à un tir. Et cette saison, il descend à 4,81 actions pardon, qui amènent à un tir. Donc il y a quand même un gros gap entre les deux. Et même après, en termes de pression des passes, l'année dernière, il était à, tac, tac, je regarde, il était à 85%, et cette saison, elle retombe à 82%. Donc, effectivement, il était beaucoup moins précis, beaucoup moins créatif. Physiquement, je l'ai aussi trouvé, je sais pas, j'avais l'impression qu'il avait les joues fort creusées, vraiment pas physiquement, vraiment pas au top. Forcément, il était blessé au pire des moments parce que c'était le moment aussi où il sortait de la préparation physique, donc il a été stoppé au pire des moments. Et après, il faut un peu rattraper le train en route quand tout le monde est au top physiquement. Après, voilà, c'est un tout. Je regrette aussi qu'il soit très, très dépendant, voire limite collé cette saison à la ligne de touche de l'aile droite. J'ai eu vraiment l'impression cette saison de voir un Odegaard qui évoluait sur 5 mètres carrés, là où la saison dernière et même encore celle d'avant, où il arrivait à trouver beaucoup plus de liberté, à jouer beaucoup plus entre lignes, à trouver de façon beaucoup plus centrale. Et là, je sais pas, il était vraiment collé à la ligne de touche sur 5 mètres carrés, avec un jeu très, très stéréotypé, à recevoir les ballons, à faire 5 6 touches de balle, à tenter une louche au-dessus de la Mm. défense pour trouver un élément offensif. C'était très, très stéréotypé, c'était très lent. Et ouais, clairement, c'est un joueur qui avait du mal à boucler ses fins de match. Donc ouais, je pense que malheureusement, sa blessure, je pense qu'au premier regard, elle était peut-être une blessure un peu, on va dire, pas très très grave, c'était une petite entorse, etc. Mais je pense que forcément le ligament a été touché, donc au niveau de motricité de la cheville, au niveau athlétique, il a beaucoup souffert. D'ailleurs, ce serait peut-être pas étonnant qu'il repasse sur le billard cet été pour corriger ça s'il faut, mais bon, je pense qu'il a traîné sa blessure beaucoup trop de temps, et même lui, il a dit cette saison en conférence de presse, il a dit voilà, je sais que je dois m'améliorer cette saison dans beaucoup de domaines, que je suis pas à la hauteur, etc. Effectivement, comme on l'a dit, les tirs, il n'a pas été à la hauteur, créativité, il n'a pas été à la hauteur, précision, beaucoup de pertes de balles. Donc, ouais, malheureusement, c'est peut-être le maillon faible de notre milieu de terrain cette saison. Mais bon, après, on sait, l'avantage, c'est qu'on sait ce dont il est capable. Il l'a prouvé la saison dernière. Donc maintenant, c'est à lui de bien se reposer, de faire une bonne préparation et de repartir de l'avant la saison prochaine avec, on l'espère, en plus, une équipe beaucoup plus étoffée et au milieu et en attaque qui pourront certainement servir un peu plus ses qualités. Alors, le Et côté surtout que étoffé, on va. quand il revient de sa blessure, il enchaîne direct, hein. Ouais. Ouais, Chelsea, ouais, 90 minutes, Mm. Forest, 82 minutes. Il joue tous les Mm. matchs quasiment en pelle jusqu'à la fin de la saison, à part le déplacement à Molineux Mm. pour les Wolves où il est malade. Mais il enchaîne tout. Il n'a pas eu de remise à Niort. Oui, on peut dire oui, contre l'Inter, il a joué tranquille quelques minutes à la fin. Mais bon, après ça, il n'a pas eu de répit, quoi. Il a eu zéro répit. Alors, pour le côté Et, milieu de terrain et attaque plus étoffé, Louis, on l'espère tous, mais on va quand même attendre, hein, parce que Oui, on verra. On verra, on verra, on verra, on verra, on verra. on l'espère. Franchement, comment faire pire que cette année? On ne sait pas. Pardon, Corentin, je Ouais, t'ai coupé, mais juste, on pourrait prendre Non, Sterling non, libre, hein. mais vas-y. alors,
Vas-y, Raoul, Pas vas-y. pour lancer un débat, mais peut-être pour me faire l'avocat du diable, déjà préciser qu'il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis dessus. La blessure grave, parce que vous avez utilisé ce mot de grave et c'était une très grosse blessure qu'il a eue, n'est pas sans conséquence. Et c'est pas parce qu'on revient sur les terrains qu'on est totalement guéri. Ødegaard Mm. a un jeu, notamment dans les dribbles sur du jeu court, etc., qui est fait de beaucoup de feintes de corps, de beaucoup de touches de balle, de coups de rein sur les deux, trois premiers mètres. Mais quand tu Ouais, as la cheville, elle du, prend cher. voilà. Et donc, du coup, quand tu as une appréhension, déjà, euh, de est-ce que ça va tenir ou pas? Est-ce que peut-être tu as encore une petite douleur ou que tu as peur d'avoir mal? Ton jeu, il est forcément plus le même. Faut-il encore après savoir l'adapter? Je le disais tout à l'heure, il n'a pas su adapter et répondre aux exigences que l'on avait envers lui. Sa blessure, pour moi, elle en fait amplement partie, mais pour tous ceux qui ont fait du sport, juste pour illustrer mes propos, pour ceux qui ont déjà eu une entorse de la cheville, de leur pied fort au foot notamment, euh, généralement une entorse de la cheville au niveau amateur, c'est entre 10 jours et 3 semaines avant de revenir, de pouvoir recourir à forte intensité, etc. Mais ceux qui ont déjà connu cette blessure-là en tant que footballeur, rappelez-vous tous votre première frappe que vous avez faite, soit en entraînement, soit en match, avec votre pied fort qui était blessé à la cheville. Vous n'avez pas la même puissance. Et ce n'est pas un problème musculaire, c'est un problème mental. C'est-à-dire que vous avez peur de la rechute, vous avez peur de la douleur et vous avez peur que quelque chose se passe. Et je pense que De Garde, c'est un petit peu ce qu'il a vécu. Je ne compare pas De Garde à un joueur amateur, j'essaie juste d'illustrer mes propos. Maintenant, c'est là où je vais ouvrir un débat et je vais me faire l'avocat du diable, mais je vous pose la question parce que je trouve qu'on doit se la poser. Est-ce que Ødegaard a surperformé l'année dernière, pardon, et auquel cas on en attendait trop cette saison, et on risque d'être déçu la saison prochaine si on attend de revoir un Ødegaard 2023-2024, ou est-ce que c'est vraiment un passage à vide et vous êtes persuadé de retrouver le Ødegaard, sachant que et c'était la précision aussi que je voulais apporter, c'est un peu dans le désordre, je suis désolé. Il y avait la blessure, première raison. Et la deuxième raison, je crois que c'est toi, Louis, qui a parlé à un moment donné du fameux triangle avec Saka et White qu'on a connu l'année Mm. dernière, etc. Encore une fois, ça illustre complètement les propos que j'avais pour Thomas Partey, par exemple. Quand autour de toi, tu n'as pas soit la qualité, soit les mouvements, tu peux t'appeler Martin Odegaard, tu peux t'appeler Zidane, tu peux t'appeler qui tu veux. Seul, tu ne peux pas faire performer ton équipe et être un accélérateur de jeu si d'ailleurs tu n'as pas soit tes automatismes, soit les bons joueurs qui vont avec. Et Louis, merci d'avoir parlé de cette fameuse louche que l'on voyait 3 fois par match en dernière partie de saison, qui nous a Mm. rendus tous dingues Ouais. et que je trouve qui montre tellement les limites de l'imagination et du possible, de la créativité, quand on vient à faire 3 louches par match et que tu n'en as aucune qui donne quelque chose. Quoi. S'il y en a peut-être une demi qui a failli fonctionner, mais quand tu vois le taux de déchets, c'est très compliqué. Pardon Corentin, je t'ai coupé, mais voilà, je voulais juste lancer Donc, peut-être cette ta idée. question, c'est quoi? Bah, Est-ce que la saison est-ce dernière que est une vous, anomalie? non, est-ce que cette année, c'est pas plutôt une saison peut-être pas normale parce qu'il a été blessé, mais est-ce qu'il n'a pas surperformé l'année dernière? Ouais. Après, il n'y a pas juste l'année dernière où il était très très fort. Il y a aussi quand même les 2 saisons d'avant où même si statistiquement c'était pas comme la saison dernière, c'est vrai, mais ça fait quand même 2, 3 saisons où il est à un très très haut niveau. Là, tu dis, est-ce que c'est juste un passage à vide ou est-ce qu'au final on voit pas ses limites? Moi, je pense vraiment premier degré que c'est juste un passage à vide et que il va se remettre dans le droit chemin. Après, là où je voulais en venir et que justement, bon, ça fait au final, ta question fait une bonne transition avec ce que je voulais dire. C'est si on compare avec Rice, en fait, au-delà du manque de créativité et tout, moi, c'est le manque on va dire, d'agressivité et de violence, on va dire, violence entre guillemets, mais voilà, De d'agressivité Grinta. voilà, dans les duels, où franchement, le nombre de duels qu'il a évité cette saison, on le voyait pas, il se faisait tout La timide, il blessure. baissait la tête.
il baissait la tête. À un moment donné, contre PSG, on a tous cette vidéo où c'est Rice, il commence à gueuler sur tout le monde dans le couloir. Odegaard, il est tout devant, il est là, il regarde dans le vide devant, il baisse la tête. Tu vois, c'est pas le comportement que moi, personnellement, j'attends d'un capitaine. Et c'est plus là où moi, j'ai des sacrées réserves sur lui. C'est que est-ce qu'il a Les vraiment envie de épaules, se faire, est-ce qu'il a vraiment envie de se faire mal aussi parce que des fois, quand tu es capitaine, voilà, il faut des fois que tu montres qu'il faut y aller, quoi, qu'il faut tout défoncer. Alors, c'est vrai qu'au final, les deux saisons auparavant, on le voyait pas trop parce qu'il était tellement fort dans la création et dans le pressing aussi. C'est parce que c'est là, en fait, il montrait la voie. En fait, c'était un peu le cerveau d'Arteta sur le terrain. Il montrait comment il fallait presser, comment il fallait se placer, il placer tout le monde. Et là, c'est vrai que la plupart du temps, on le voyait baisser la tête, quoi. Et les leaders vocaux sur le terrain, c'était Rice et Gabriel, quoi. C'était pas Odegaard. Et donc, c'est là où moi, moi, sur sa capacité technique et sur sa capacité de footballeur, j'ai aucun doute qu'il va revenir au très haut niveau. Mais c'est en fait, est-ce qu'au final, lui enlever le brassard, ce serait pas un peu lui donner une faveur, quoi, ou lui enlever un poids sur les épaules il n'arrive peut-être pas à assumer. Moi, c'est de ça, en fait, où je me pose la question, quoi, sur la suite. c'est très Et compliqué au de niveau l'enlever compte, hein, au niveau mental. Hein. C'est un vrai Hmm. sujet qu'il va falloir avoir avec lui. Ça ne peut que passer par des discussions de vestiaire avec le coach, notamment. Mais je ne vois pas Ødegaard avouer à Arteta que le poids du brassard Bah, il le Mais dira est trop lourd jamais. pour Il le lui-même. dira jamais. Il le dira la jamais, saison parce que dernière, la ouais, saison vas-y. dernière, il était déjà capitaine. La saison Mhm. dernière, il était déjà Ah capitaine. ouais. Ah oui, oui, oui. Donc ça n'a pas été un poids la saison dernière, ça a même été plutôt, je pense, un carburant plutôt qu'un poids. Moi, Ouais, je mais je veux pense dire que que du coup, le, ça va dans le sens inverse là. Du coup, ça le ralentit vu qu'il a un manque de confiance, tu vois. Enfin, ouais, je sais pas ça si met le trop de problème choses c'est sur le ses brassard épaules. en tant que tel. Peut-être qu'il y a trop de poids ou ouais, je sais pas, peut-être qu'il y a super fort. Mais franchement, on verra la saison prochaine. Après, Arteta ne démarre jamais une saison sans un ajustement tactique, pardon. Donc on verra s'il va faire un nouvel ajustement. Est-ce que ça va payer? Moi, je pense que le problème était purement physique plutôt que purement mental. Je pense que vraiment sa cheville a pris très cher lors de son entorse parce que le ligament était impliqué. Donc quand le ligament est impliqué, le niveau flexibilité de la cheville, etc., ça en prend un énorme coup. Donc voilà, je pense que peut-être qu'il a surperformé la saison dernière. On verra la saison prochaine si effectivement il a surperformé ou non. Après, je pense qu'il y a un juste milieu. Peut-être qu'il performera pas autant que la saison dernière, mais pour autant, je pense qu'il pourrait atteindre quand même un niveau plus que convenable la saison prochaine. Et statistiquement, c'est pas la saison dernière qui est la plus grosse. Hein. Sa plus grosse saison sur le plan comptable, c'est 22-23 et le premier run-in où il met 15 buts je crois 15 buts et 7 passes D en première ligue. En termes de La stats, saison ouais. dernière, je crois que c'est 11 buts, 11 passes D, je crois, la saison dernière. Euh, La saison dernière, c'est 8 buts, 11 passes D. Et la ouais, saison d'avant, c'est 15 buts, 16 passes D. ouais. Donc, bon. Donc, Après, il y a le on sait ce côté, dont il est capable. Hein. il y a le côté efficacité et il y a le côté poids dans le jeu. C'est encore une fois, c'est deux choses complètement différentes. Et je reprends ce que tu disais, Corentin, pardon. La stat, je pense, qui finirait de le détruire, ça, à mon avis, c'est celle des duels gagnés. Depuis son retour, ah bah, j'ai pas regardé parce que j'avais pas non envie mais non de nous faire du mal, mais je mais pense que et c'est dur, rappelez-vous hein. en plus on en parle souvent quand sur les jeux de la tête il n'y a pas de duel il l'a fait à la Trossard c'est-à-dire qu'il ne saute même pas et je trouve que c'est encore plus vrai pour Ødegaard que pour les autres quand tu as le brassard et que tu revendiques un leadership c'est que tu as le droit et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que quel que soit le joueur d'Arsenal, du plus jeune qui fait son premier match, qui a jamais connu le monde professionnel, au plus capé, tu as le droit de pas être bon, ça arrive. T'as pas le droit de pas te battre. C'est ça. Et Ødegaard, il lui aura manqué sur la deuxième partie de saison depuis son retour de blessure, hormis les trois premiers matchs, comme tu l'as expliqué juste avant, Corentin, n'a pas été très bon. Mais en plus de ça, on l'a pas vu essayer de compenser par de la combativité, par du duel, Hmm. Parce que franchement, Ødegaard, à part haranguer la foule quand il voyait Arteta qui levait les bras pour que la foule se lève, et que Ødegaard, en tant que bon capitaine, faisait la même chose, sur le terrain, je Et trouve qu'il n'a ouais. pas été énormément moteur là-dessus, tu vois. Moi, ce qui m'a vraiment énervé cette saison de sa part, c'est les sorties d'après-match en conférence soit en conférence de presse ou juste en interview d'après-match où
c'était tout le temps la même phrase, quoi. C'était ouais, on n'a pas fait du mieux, on n'a pas fait de notre mieux. Moi, pareil, j'ai pas été bon. Et ça, c'est franchement, si on peut ressortir, il en a fait au moins une quinzaine, quoi, de déclarations comme ça, où il disait ouais, on va faire mieux la semaine prochaine, on va faire mieux la semaine prochaine. Et ça a été jusqu'à la fin de la saison. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment énervé, quoi. Ouais. Et de sa part, ok, tu peux dire ça en conférence de presse, mais au moins montre quelque chose de révoltant, Collectif. un peu de rage sur le terrain, quoi. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il manquait de rage, en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est vraiment manquer de rage et de révolution un peu sur certains matchs, quoi. Et de révolte. De révolte, voilà. Le... Les notes, Corentin, on va pas faire le procès de Martin Odegaard, hein, Ouais. c'est pas le but, mais parlons de notes. Lui, il n'aura pas eu de zéro, donc Alors, peut-être qu'il aura des bonnes ouais, moyennes. ouais. Mais non, non. Haute-Garde, non, non, Haute-Garde, ça fait mal les notes pour lui cette saison. Donc au niveau des rédacteurs, il a 5,47, donc ce qui fait le quatrième pire joueur de la saison pour les rédacteurs. Et par contre, les supporters ont été beaucoup plus indulgents avec lui avec 5,75. Donc voilà, ce qui fait qu'il est les supporters l'ont placé devant Martinelli quand même. Ça c'est un truc C'est que un j'ai du mal à comprendre. scandale! C'est un scandale! Avec 5,75, voilà. Donc les supporters ont été plus indulgents que nous à la rédaction. Parce que je pense qu'il a quand même eu, il est quand même très aimé Ouais, des supporters. Donc il y a eu ça, mais on a quand même été très dur avec lui. Mais moi je trouve qu'on a été voilà, dur à juste titre quand même parce que voilà. ouais. Bah, on est dur parce qu'on sait ce dont il est capable, on Voilà, sait ce voilà, qu'il peut voilà. apporter. Je veux dire, en fin de saison, j'avais plus envie d'être dur avec Sterling parce que bah, tu sais que c'est Sterling, quoi. Alors qu'Odegaard, tu sais ce qu'il a prouvé, tu sais ce qu'il a amené. Donc, tu es dur avec les joueurs qui ont le potentiel de faire bien plus. C'est ça le truc. C'est Et ça. jusqu'au bout, tu ne lâches pas, quoi. Et jusqu'au bout, tu ne Ouais. lâches pas. Ouais, mais en tout cas, une vraie déception, je pense, pour tout le monde, hein, même si les internautes auront donné une note un peu plus clémente à Ødegaard que nous, mais ça reste en dessous d'un 6. Tu disais, Corentin, que c'était une notation sur 10 et que donc, du coup, un 6, ça commençait à être une bonne note. Ouais, c'est quand même assez révélateur, je trouve, ces notes-là. Messieurs, on en vient aux remplaçants. On va peut-être commencer par Jorginho avant de garder le dossier Merino pour la fin. Alors, Jorginho, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Ben, il a fait du Jorginho, il était là pour suppléer, pour seconder, euh, pour aboyer de temps en temps. Jorginho qui est parti, ça y est. Il met un but en Ligue des Champions. Il fait 15 matchs de PL, 6 matchs de Ligue des Champions, 5 jaunes, 0 rouge en Première Ligue, aucun carton en Ligue des Champions. En même temps, il aura fait du Jorginho. Faut-il vraiment épiloguer dessus, même si on va quand même parler un peu de lui, mais je pense qu'en fait, il y a pas de surprise quand tu connais le joueur. Messieurs, Jorginho, déception, pas déception, surpris, pas surpris. Vous avez envie de dire quoi, Jorginho, à part merci pour tout? Bah, c'est vrai que ouais, Jorginho, c'est vrai que dire de la saison de Jorginho? Je pense pas que ça a été une déception. Euh, Même si c'est vrai que Jorginho c'est quand même un cas particulier parce qu'au final la saison dernière il a été très bon sur la seconde partie de saison où effectivement en tant que 6 il nous a montré de très belles choses. Il a apporté beaucoup d'expérience au groupe. En fait c'est surtout ça que je retiens de Jorginho, c'est l'expérience qu'il a apporté aux joueurs autour de lui. Et je pense il a été déterminant dans le vestiaire, surtout Jorginho, sur comment gérer certains matchs. Voilà, sur les tactiques, tout ça, je pense qu'il a été d'une grande aide. Après, c'est vrai que cette saison, voilà, moi personnellement, j'ai trouvé très en retard, très lent sur certaines actions. On sent que, voilà, là, je parle pour lui, quoi. Et on peut pas parler de déception parce qu'au final, je m'y attendais en fait à ce moment où il allait décliner physiquement, tout ça. Donc, pour moi, je savais déjà un peu que la saison dernière, c'était vraiment sa dernière saison à un très très haut niveau.
Et c'est pour ça que je suis pas, il m'a pas marqué cette saison, Jorginho, mais voilà, il n'a pas beaucoup joué non plus. Il a fait quelques apparitions, mais voilà, je serais pas très dur envers Jorginho cette saison parce que c'est pas sur lui que j'attendais de grandes choses, quoi. Surtout qu'on se dit qu'on commence la saison avec Rice en 6, partait en remplaçant de Rice, et que du coup, bah, déjà dans notre tête, à mon avis, Jorginho, l'été dernier, on s'est déjà dit qu'il était C'est ça, voilà. numéro 3. Donc à part de la Carabao Cup, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture. Mais bon, superbe aventure quand même avec nous, Arsenal, sachant qu'il vient de Chelsea. Il vient déjà un peu âgé, etc. Et moi, j'ai toujours très fortement apprécié son profil. J'adore ce type de joueur. Alors oui, il est très très lent, mais il compense par une intelligence de jeu, une façon technique aussi de lire le jeu, distribuer. Je pense que si on fait une superbe deuxième partie de saison, la saison dernière, il a joué un énorme rôle là-dedans. Après, voilà, oui, je pense que c'est plutôt logique de le voir partir maintenant au Brésil en plus. Donc, non, franchement, superbe aventure avec nous. Je pense que c'est un profil qui va être beaucoup plus compliqué à remplacer qu'on l'imagine. Je pense que c'est l'objectif justement de Zubimendi qui vient un peu plus dans un rôle, on va dire aussi à la Jorginho. Mais Mm. non, en plus, enfin, tu vois, c'est un mec à 33 ans qui vient de Chelsea, qui reste pas longtemps, qui porte le brassard, faut le dire aussi, qui a porté le brassard, qui a été aussi salué par tous les Emirates et tout. C'est dire le grand professionnel qu'on a eu au sein de l'équipe. Je pense que beaucoup de joueurs ont appris de lui. Je pense notamment peut-être à Lewis Kelly ou peut-être à Nwaneri dans la façon d'aborder un vestiaire, dans la façon d'aborder des matchs professionnels. Je pense il a répondu présent au moment où il fallait. Il a jamais eu un mot de côté. Il a toujours resté très, très droit, très, très professionnel. Donc non, on ne peut que le remercier. Je pense que lui-même a fortement apprécié aussi son passage à Arsenal. D'ailleurs, il a dit la semaine dernière, il a dit, c'est pas un adieu, mais peut-être un au revoir et on se reverra peut-être bientôt. Donc, bon, je serais pas étonné si on le revoit d'ici 2, 3 ans, passer ses gammes d'entraîneur au sein du club, je serais vraiment pas étonné. Je pense que ce serait amplement mérité pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a apporté à l'équipe au moment où on avait le plus besoin. Et c'est pas donné comme transfert de passer de Chelsea à Chelsea, Arsenal. Arsenal, ouais. On sait que c'est des transferts qui se font souvent, mais qui sont pas faciles. On se souvient de Willian. Havertz, ça a bien tourné, mais bon, ça n'a pas été facile non plus. Sterling. Et c'était vrai, Sterling. Mais bon, Sterling n'a pas non plus vraiment le cachet trop Chelsea. Oui, Enfin, oui, non, bien sûr. Après, Jorginho, il a. euh, Quand tu disais, Louis, quand tu dis que ça va pas être évident de le remplacer, de par le fait que déjà, il savait où était sa place. C'est-à-dire, il savait que c'était un Oui, remplaçant de luxe et qu'à un moment donné, il devait juste répondre présent quand on faisait appel à lui. Et moi, encore une fois, j'ai toujours en tête ce match qu'il fait contre Liverpool quand il n'a pas joué de la saison. Il rend titulaire, il fait man of the match, il te sort une prestation assez incroyable. Physiquement, il a quand même le poids de son âge. À ce niveau-là, ça pèse. Quand tu n'as pas de rythme, sortir des prestations comme ça, voilà, c'est un joueur qui est d'une grande intelligence dans le placement, etc. Alors après, des fois, bien entendu que bah, ça marche moins bien. Mais comme tu dis, il a été intégré. Être vice-capitaine quand tu viens d'un autre club londonien comme Chelsea, c'est déjà pas, voilà. C'est pas anodin, je trouve. Et il aura su trouver son rôle sur le banc, mais aussi dans le vestiaire. Et ça, il faut pas le sous-estimer. Mm. Et en plus, c'est un très grand communicant. Et son petit message de au revoir, il est juste assez incroyable. Donc ouais. Donc merci. En fait, on peut juste dire merci pour tout, quoi. Bah, Voilà, oui, merci. clairement, Merci clairement, Jorginho. Merci clairement. Jorginho pour ouais. les services, ouais. Et peut-être à bientôt. Voilà. Messieurs, l'heure de Michael Merino. Ah non, les notes, Corentin. Corentin, les Non, notes. mais je vois bien que t'as pas envie de Et voir les notes est-ce qu'il a, aujourd'hui. est-ce qu'il a été noté, Jorginho? Oui, oui, il a fait plus d'images titulaires quand même, Jorginho, cette Jorginho, il saison. a fait, il a fait 15 matchs en PL, ouais, et 6 matchs en Ligue des Champions. Ouais. Donc voilà. Bon, Jorginho, malheureusement, il a une note très très basse. Voilà. Mais merci quand même, Jorginho. Voilà. Jorginho, c'est l'exemple. Il a des très mauvaises notes, mais on lui en veut pas. Parce qu'en fait,
Jorginho, en note rédacteur, c'est 5,44. Voilà, donc en dessous d'Odegaard. Et en note supporter, Jorginho, c'est 5,38. Donc voilà, pareil, c'est le Waouh. quatrième et troisième pire joueur de la saison au niveau notation. Mais voilà, c'est parce qu'il a eu, en fait, il a jamais transcendé un match cette saison. Il a eu que des Ouais. notes qui tournent autour de 5, 6. Et forcément, quand tu as beaucoup de notes autour de 5, où t'as pas su faire les efforts physiques parce que voilà, c'était compliqué pour lui, mais voilà, des notes très basses, mais on lui en veut pas pour faire la transition avec le. Mais merci quand même. Merci quand même. Mais merci, mais merci. On enlève rien à ce qu'on a dit. Non, non, mais ce qu'on retiendra de lui, c'est surtout le but qu'il met contre Aston Villa la saison dernière. En fait, toute cette partie, cette seconde partie de deuxième, Ouais, cette seconde partie de saison l'année dernière où il a été exceptionnel et on retiendra surtout ça, quoi. je suis entièrement d'accord. Allez, Mikel Merino, recruté à l'été 2024 pour être notre numéro 8 et et qui se pète au premier entraînement. Il se, il se broie l'épaule, le pauvre. Et je sais plus combien, c'est quoi? C'est presque 2 mois Deux d'indisponibilité, non? mois, 2 mois, 2 mois, ouais. Ouais, bravo. Bravo. Ça vaut déjà un 10 sur 10. Alors, Merino, c'est très compliqué, messieurs, parce que c'est un milieu de terrain et que donc, du coup, ça me semblait tellement logique de le mettre aujourd'hui à l'heure du bilan. Mais l'histoire racontera que il a dépanné un jour de février après que tous nos attaquants étaient complètement hors service et la blessure d'Avertz. Donc Merino placé en neuf et finalement il aura connu à ce moment-là ses meilleures heures sous le maillot d'Arsenal. Alors on en rigole, mais je trouve que en soi, c'est même pas rigolo parce que ça montre, j'ouvre un sujet qu'on approfondira pardon, au moment de l'heure du bilan d'Arteta et de son staff, mais les blessures nous auront quand même bien plombé. Il aura su répondre au présent, mais Merino en tant que milieu de terrain, moi j'ai jamais été convaincu. On l'a quand même vu un certain nombre de fois en milieu de terrain. Je ne sais pas si toi, Jonathan, ou tu as le nombre de matchs qu'il a évolué en milieu de terrain. Euh, à mon avis, Moi, j'ai, il a, moi, en termes de chiffres, j'ai 28 matchs en PL et 12 en Ligue des Champions. Et je pense que sur les 28 matchs en PL, il a dû au moins en faire une dizaine en tant que milieu. Plus, Bah, au moins, si ça peut être plus. ben moi, sur toute compétition confondue, j'ai 17 matchs au milieu. Et voilà, Ouais, donc du coup, tu ça as doit être t'as la 10. Carabao Cup et toi, tu as la FA Cup. Ok, bon, il Voilà, y a un c'est match ça, de FA voilà. Cup. Ouais. Donc Donc, voilà. Et pour moi, clairement, alors Merino, j'étais pas fan de sa signature. J'étais pas fan du joueur en milieu de terrain. Euh, son rôle de pompier de secours va me faire, comment dirais-je, atténuer mes mots. Mais milieu de terrain, pour moi, c'était un grand nom, quoi. En tout cas, il n'a pas su trouver sa place lors de cette première saison. Messieurs, vous en avez pensé quoi de Michael Merino? on commence sur Michel Magny. Tout le monde qui Euh, cherche. non, c'est vrai que il y a cette blessure en fait dès le premier jour qui. C'est vrai que c'est. Raoul en rigole, mais c'est vrai qu'on rigole nerveusement parce que Non, mais oui, est-ce que tu as des joueurs qui sont en fait, présentés devant non, mais 80 000 personnes dans un stade et tu as des joueurs qui se blessent au premier entraînement, quoi. Tu vois, en fait, c'est. c'est mais c'est surtout surtout que ouais. c'est comme le dossier Rice, hein. C'est pareil, c'est quelqu'un qui finit sa saison, qui fait l'Euro derrière, qui va jusqu'au bout. Ouais. Euh, il fait Hmm. pas de pré-saison avec la Real Sociedad parce qu'on sait qu'il va partir. On sait que c'est un dossier qui prend approximativement un mois à être signé. Donc le mec Ressenti un arrive, an. Ouais. il arrive, il se pète. C'est sûr que tu es pas dans les meilleures, dans les meilleures circonstances possibles. On dirait aussi que c'est un peu cette place de 8 à gauche qui, depuis Granit Xhaka, a du mal à trouver preneur, quoi. Parce que Havertz, il a été embauché pour ça. Il finit neuf. Mais l'été d'après, c'est Merino qui, au final, brille en neuf à la blessure d'Havertz. Et donc, c'est Rice qui la reprend et qui arrive à gérer cette position-là. Mais
il n'a pas eu non plus les bonnes circonstances à chaque fois, quoi. Les gars, notre meilleur recrutement cette année d'attaquant, ça sera un 8. Ne cherchez pas les Sesco, les Gyökeres. Ça sera un 8. C'est là-dedans qu'il faut aller chercher qui sera notre attaquant. Mais Pardon, Jonathan, excuse-moi. Mais après, c'est un super exemple d'abnégation quand même, hein. Enfin, son premier match où il rentre, où il rentre comme neuf, c'est contre Leicester. Il a dû rentrer, je sais pas, à la 70e et doublé, ouais. décisif. Mm. Contre Chelsea, je crois que c'est lui aussi qui marque le seul but de la rencontre. Donc, mentalement, alors peut-être qu'au niveau footballistique pur sur le terrain, la technique, tout ça, 8 à gauche, c'est compliqué. En tout cas, au niveau du mental, je pense qu'il a été costaud, le mec, hein. Donc, ça sera intéressant de voir avec une pré-saison complète ce que ça donne la saison prochaine, bien que on se doute qu'il part pas favori pour être dans le 11 titulaire la saison prochaine. Pas en 8, quoi, ouais. C'est vrai que, ouais, Jonathan l'a dit, il y a tout le contexte aussi autour de son arrivée qui est particulière, puisqu'il fait un euro, il fait un euro assez fou avec l'Espagne. Il marque ce but de la tête. Je crois que c'est contre l'Allemagne. Je sais Ouais. plus exactement à quel stade, si c'est en demi ou en quart, Prolongation, mais ouais. ouais, il y a ce but assez fou de la tête. Voilà, il fait un très bel euro. Comme l'a dit Jonathan, le joueur tarde à arriver. On sait qu'il va arriver, ça ne se fait pas. On attend, on attend, on attend. Donc voilà, il y a cette histoire-là. Ensuite, on apprend que Edu n'en voulait pas parce que ça ne correspondait pas à la politique sportive du club sur le recrutement de jeunes joueurs. Donc ça, on l'apprend bien plus tard, hein, mais on se doutait déjà que quelque chose n'allait pas et que pourquoi ça prenait autant de temps, quoi. Il y a ça, voilà, il y a la blessure dès le premier jour d'entraînement qui est pas une blessure qui est pas une blessure normale, hein, puisqu'il se pète l'épaule, quoi. Donc c'est un Gabriel lui truc, tombe dessus. ouais, c'est un truc un peu lunaire, quoi. Donc on se dit Oh, bon, le ok, sketch. bon, ok, on a attendu, ben on doit encore attendre 2 mois de plus. Il débute au milieu, très hésitant. Il fait 45 prises d'information avant de prendre le ballon. On dirait qu'il est un peu perdu. Voilà, tous les matchs au milieu, c'est comme ça. On attend qu'il s'impose. Il s'impose pas. Donc c'est pour ça que en fait, c'est si compliqué de faire un bilan sur sa saison parce que au milieu, en fait, il a été vraiment très, très, très en dessous des attentes. Si on compare par exemple à Granit Xhaka, qui avait fait une saison exceptionnelle à ce poste de numéro 8. Donc voilà, on nous dit que ça va être le 8 tant attendu, on l'a pas. Mais au final, c'est que sur la seconde partie de saison où voilà, Mikel le remplace au poste de numéro 9. Et c'est vrai que là, par contre, il nous sort des performances assez incroyables, quoi. Moi, j'ai toujours ce troisième but contre le Real en tête où vraiment techniquement, il faut être quelqu'un, il faut être vraiment très, très, très au-dessus de la moyenne pour mettre ce but-là, quoi. Et parce que le ballon lui arrive complètement derrière, il arrive à leur prendre d'une première touche et vraiment c'est ce but-là qui marque avec le doublé contre Leicester, bien sûr, mais franchement, bravo à lui, ouais, comme disait Jonathan pour son mental, parce que ça devait pas être facile. Mais si on doit le juger en tant que milieu, Merino, cette saison, c'est très, très décevant. Ouais. Ouais, Plus je que suis des... d'accord. Pour moi, c'est un point d'interrogation. En fait, Merino, on en avait déjà échangé Raoul en podcast, etc. C'est que Deux pour moi, fois. bah, ouais, c'est que, C'est le fameux podcast qu'on a fait 2 fois, les gars. c'est vrai. Oui, pour le mercato, on l'a fait 2 fois, en On se le effet. Ouais. rappelle, celui-là, ou On en a fait un début, oui, on a dû le faire fin juillet. Et en fait, le Ouais, mec, c'est bon, c'est fait, les gars, il arrive. Ouais, bah bien, on enregistre comme ça, on peut le sortir le podcast dès que c'est signé. Ouais. Un mois et et demi on l'a fait après, on trois a dit, semaines bon, après. ouais, ce qu'on a dit, c'est de la merde, on refait tout. Pardon, excuse-moi, Louis. Non, pas de souci, mais non, ce que je dis, c'est que Merino, c'est un point d'interrogation parce que, en fait, tout ce qu'il fait reste très scolaire malgré son expérience. C'est-à-dire qu'effectivement, au milieu, bah ouais, c'est pas folichon, c'est pas incroyable. Ce qu'il fait, c'est propre, hein. Mais il n'y a pas de prise de risque. Il pèse pas offensivement, défensivement, il n'y a rien d'exceptionnel, mais il a le ballon, il le donne proprement. Donc, ouais. Au milieu, c'est un point d'interrogation. J'attends de voir un peu plus. Maintenant, le problème, c'est que je vois mal Arteta dropper Rice pour Merino la saison prochaine. Donc, quel avenir de Merino au milieu de terrain? Dans la profondeur, je pense. Mais de l'aide titulaire, je pense que ça va être compliqué.
Et ce qui est marrant, du coup, avec son placement numéro 9, c'est que bah, il fait des vrais matchs de numéro 9 en fait. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où tu vas pas le voir, il va être transparent, et à un moment, il va y avoir un centre, il va mettre une tête, c'est but. Et tu dis, mais en fait, le mec, c'est un vrai attaquant, quoi. Contre Chelsea, on fait pas un match énorme, et il arrive à faire une tête en reculant, en étant à moitié accroupi, à moitié assis, il arrive à relever son crâne, mais ça va dans le but. Et je pense qu'effectivement, techniquement, il est très au-dessus de la moyenne, je pense vraiment. Dans le jeu aérien, c'est un joueur profil type d'Arteta. Mais voilà, c'est que clairement, si je revois Merino numéro 9 la première journée de Première Ligue la saison prochaine, je pense que je pète un plomb. Mais, euh, mais effectivement, il y a eu 2 saisons, il y a eu 2 saisons pour Merino. Effectivement, superbe mental. De reprendre comme ça le relais en tant que numéro 9 en plus, bah, c'est vraiment pas simple. Donc, non, on va dire globalement, son niveau réel, c'est un point d'interrogation, mais on peut saluer sa partie mentale, effectivement. Après, moi, apparemment, l'histoire dit qu'en fait, Merino s'est blessé parce qu'un jour, il se promène dans le nord de la France et il marche comme ça sous une fenêtre. Et au même moment, il y a un mec qui s'est chauffé à sauter de son balcon, il lui tombe dessus, il Ouais. lui pète l'épaule. Ah, J'ai j'espère qu'il entendu, est. j'ai entendu cette version. Heureusement qu'il n'est pas venu trop souvent dans le Nord, hein, parce qu'il aurait pu se prendre une paire de cadavres sur le coin de la figure hein, cette saison. Hein, parce que Dieu sait que j'ai tenté de me jeter de mon balcon une paire de fois. Hein. Corentin, les notes, s'il te plaît. Bah, les notes pour Merino, alors moi aussi ça m'a choqué quand Elles doivent être j'ai fait très les hautes, du moyennes, coup. mais Merino c'est très très bas. Merino c'est très 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 bas. Merino c'est le deuxième pire joueur de la saison. Voilà. Je le Bah, premier je après, vous il laisse paye. le premier je vous laisse deviner qui c'est. Ah, Voilà. on se demande, on se demande. Il y a du suspense. On y Vous, arrive vous, dans le prochain vous, épisode. voilà, restez branchés, vous découvrez ça dans le prochain épisode. Ah, il y Donc a du suspense. Merino, On se demande qui c'est. Meri- Merino, c'est 5-13, Suspense. 5-13 pour les supporters et 5-23 pour les rédacteurs. Donc c'est vraiment très très bas. Il y a vraiment un écart Ah, entre. les rédacteurs sont Donc, gentils. Ouais. donc derrière lui, il y a que notre ami en prêt. C'est tout. Ça, c'est dur, hein? Ça, c'est dur. J'avoue que c'est humiliant. C'est humiliant. Tu dis merde. Il y a que Sterling derrière moi. Tu dis, ouah, merde. C'est Oh, ça, le c'est pauvre. ça. Donc ouais, N'écoute jamais quand ce j'ai fait podcast. quand j'ai fait les moyennes, je me suis dit ah ouais c'est quand même dur parce Non, mais c'est que vachement surprenant, par contre. non, non, mais c'est révélateur en fait de son début de saison qui devait pour le coup vraiment être Ah, mais il devait prendre catastrophique des 2 quoi. et des 3 Non, quoi, parce mais que. En c'est Et vrai ouais, fait mais qu'il bon, fait un son début de saison. il souffre aussi de la comparaison constante avec Rice quand il est à ce poste de 8. Donc, donc voilà bien entendu, les notes en prennent un coup. c'est ça donc au milieu en fait il y a la notation du milieu voilà de la première partie de saison qui vraiment lui flingue sa notation quoi parce que c'est vraiment très très bas quoi. Ouais. Après, Merino en 9 finalement. Alors, euh, de ce bilan de saison, j'aurais vu en 9 les points forts de Merino qu'on avait décrits dans le podcast spécial Mercato à son arrivée. À savoir que c'est un milieu de terrain qui est capable de se projeter, non pas balle au pied, mais d'être présent second ballon ou en second attaquant et d'être présent soit sur une remise de centre ou de la tête. Et la plupart des buts qu'il a marqués, c'est une position qu'il aurait très bien pu avoir en 8. Et donc, du coup, ça m'a rassuré un peu en disant on n'a pas forcément raconté que des conneries. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous. Je pense que Merino en 8, euh, bah, si on considère que l'arrivée de Zubimendi est quasiment faite, mais je commence à en douter quand même, mais à ce moment-là, on aurait Zubimendi en 6 avec Declan Rice en 8 et Degarde en 10, et ça devrait être le milieu de terrain entre guillemets cheap et titulaire. Maintenant, dans la rotation, c'est un peu compliqué. Parce que du coup, qui dit rotation dit projection sur euh, la saison à venir. Et messieurs, comme pour le podcast de bilan sur la défense, je vais vous proposer un petit exercice qui va être on garde, on vend, il va en prison ou je sais pas trop.
Alors, Tu gardes le meilleur Merino. pour la fin ou pas? Ouais, bah Oui, oui, tu gardes le... on va commencer par Merino. Sinon, c'est trop orienté. Merino, première année chez nous, il mérite au moins d'avoir on va dire une saison complète en tant que milieu de terrain et de voir ce que ça peut donner dans une rotation. En tout cas, moi, personnellement, je le garde, mais j'attends plus en tant que milieu de terrain. Messieurs, Merino, on en fait quoi? On On garde. garde. Bah, on On garde, garde. ouais. On garde. Allez. Saison de plus, quand même. Jorginho, on lui dit au revoir. Parce que lui, il a Au signé. Bra- Au revoir. de Blas- Au Brésil. Ouais, voilà. Martine Odegaard. On On garde. garde. Bah, bien sûr. Bien sûr qu'on On garde. garde. Oui, bien sûr qu'on garde, mais un gros gros carton rouge pour ta saison et si ce n'est un conseil de si c'est pas un conseil de discipline, c'est un gros gros carton rouge en espérant voir autre chose. Declan Rice, qui ne le On garderait vend. pas par un aveugle. On vend et on prend 250 millions. Et On avec vend. 250 millions, on achète que des 8 qui peuvent jouer en 9. Ouais. Voilà. Gabriel Jesus 108, c'est mon rêve ultime. Bien sûr que l'on garde, messieurs, Thomas Partey. Non, mais Ah, Alors, allez, on va un peu parler de au sérieux. conditionnel, là. Parlons au conditionnel, Voilà, là. un peu de sérieux. On en a déjà parlé plusieurs fois. Jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. En tout cas, il n'a pas été jugé coupable. Il y a ce fameux dossier dont on parle depuis maintenant plusieurs années, d'un fameux milieu de terrain trentenaire évoluant en Angleterre qui aurait quelques dossiers au cul de violence. viol et agression sexuelle, tu peux le mettre. Ouais, voilà, voilà, Voilà. voilà. Moi, Voilà. je voulais Au- au- nuancer, mais voilà. Écoute, appelons un chat ou un chat. Bah, Et, c'est ça. ouais, avec un peu plus de sérieux, il y a quand même pas mal de. Même si en Angleterre, ils n'ont pas forcément le droit de citer le nom pendant la procédure, mais il y a quand même pas mal de médias qui ont murmuré le nom de Thomas Partey qui pourrait être mêlé à cette affaire-là, ou en tout cas qui pourrait être le protagoniste de cette affaire-là. Ça fait maintenant quelques années que ça traîne. On parle de reconduction de contrat et malheureusement, dans cette analyse-là, ou en tout cas dans l'avis que l'on doit donner de la reconduction de contrat, il y a forcément l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect un petit peu judiciaire. Si on présume que c'est bien lui le principal concerné. Et moi, personnellement, je ne peux pas scinder les deux. C'est-à-dire que si on ne parlait que de sportif, je vous dirais bien sûr qu'on le prolonge, mais par contre, on baisse au taquet son salaire, même si c'est l'un des salaires, je crois qu'il est à 5,5 millions et qui fait partie d'un des salaires les plus bas de l'effectif, de ce que j'avais vu. Mais pour moi, on diminue son salaire et on le cantonne à un rôle un peu finalement à la Jorginho. Voilà. Et ça pourrait être le remplaçant tout trouvé. Mais si on parle de prolongation de contrat avec une réévaluation salariale, pour moi, c'est un grand nom parce qu'il y a aussi un enjeu économique dans le club. Malheureusement, il n'y a pas que le sportif et je trouve que il va falloir vite que le club se positionne peut-être en off, mais que qu'ils intègrent ce dossier-là à leur réflexion. Alors encore une fois, je le répète, hein, il est totalement innocent. On prend l'exemple de Mendy à City qui a été mis sur le côté quand son affaire est sortie. Au final, il a fait de la tôle et pour être jugé innocent. Et ce mec-là aujourd'hui, il a tout perdu. On voit Manchester United Greenwood. Mais avec juste, pardon, Greenwood. mais Oui, surtout, en fait, je pense que il n'y a rien qui est écrit au niveau Première Ligue, quelle est la politique à suivre. Donc c'est un peu à la discrétion de chaque club et c'est à eux de voir la façon dont ils gèrent. Officiellement, le nom de Thomas Partey n'est jamais suivi. Ce sont que des rumeurs qui sont quand même de plus en plus lourdes. Et t'as- tu viens de citer Benjamin Mendy. Faut aussi savoir que du coup, lui a été suspendu par Manchester City. Il a eu son procès, il a été acquitté. Il a fait un procès à City qui lui a remboursé tous ses arriérés de salaire. Je crois il a redemandé et il a obtenu gain de cause pour, je crois, 11 millions de pounds de payer. Donc je pense que ça aussi, les clubs prennent ça en compte. Après, il y a aussi le côté éthique de chaque club, comment il se place par rapport aux agressions et aux violences. Et alors, donc, c'est ça, ouais, juste une petite précision, parce que ce mot-là, on n'en parle pas souvent. Mais côté éthique, à Arsenal,
avec un sponsor Visit Rwanda, on se pose déjà là, personnellement. Après, c'est deux choses différentes. Mais... Bah, ça reste de l'éthique quand même, Oui, oui, Corentin. mais c'est, oui, oui. Et Oui, Il mais y, a- après, il y tu a- c'est il peux y te avait différent, poser même. la peut-être. question. Non, mais tu peux ouvrir un dossier sur plein de trucs, hein. Bah, je veux dire, Newcastle, qui ont quand même un État derrière eux, qui les sponsorise, où les droits de l'homme sont quand même remis en cause aussi, tu vois. Donc bon, Non, bien sûr, oui. Bon, après, là, Newcastle, je on m'en ouvre fous des un débats peu. qui sont. Là, je parle de mon club de cœur, tu vois. Mais d'ailleurs, en parlant de Visit Rwanda, juste une petite anecdote. Euh, à 50 mètres du stade, juste après le fameux pont où il y a toutes les peintures de North il y avait une énorme affiche le jour de la demi-allée contre Paris, qui avait été sponsorisée par les fans d'Arsenal. Et en gros, qui disait Visit Rwanda, on est contre. Et comment ils ont dit ça? On vous invite même à aller visiter Tottenham plutôt que d'aller visiter le Rwanda, tu vois. C'était très sarcastique et très Oui, oui. Mm. humoristique. Mais voilà, on voit qu'il y a il y a une vraie scission aussi supporter avec ça. Et je crois même que Randy avait publié un mail qu'il avait reçu où il pouvait justement donner son avis par rapport à ce Voter côté par rapport au éthique. sponsor du club. Ouais, C'est par rapport au sponsor, ouais. voilà, excusez-moi. Louis, Oui, Thomas Partey. Oui, Thomas Partey. pour moi, l'aspect éthique et ce qui s'est passé en dehors du terrain, c'est même le point central pour sa prolongation. Moi, je mets totalement de côté l'aspect sportif, puisqu'effectivement, on sait que Jorginho part libre, donc j'imagine mal le club perdre deux milieux de terrain libres, parce que ça veut dire les remplacer. Donc pour moi, il y en avait un des deux qui devait partir. Bon, Jorginho est parti, donc effectivement, la petite prolongation pour Partey s'imposerait. Mais effectivement, le côté éthique, surtout qu'on apprendrait dans l'article que le club, du coup, l'aurait couvert, ça serait un peu inacceptable. C'est très chaud, ouais. Après, franchement, j'ai pas le dossier. Enfin, personne n'a le dossier entre les mains, donc c'est compliqué d'émettre un avis. Mais parce que par exemple, il y a eu la rumeur ou le bruit comme quoi Partey n'avait plus le droit de mettre un pied en Espagne suite à cette affaire. C'était Bon, faux bah puisqu'il allait à Madrid. cette saison, il a joué à Girona par exemple en Ligue des Champions et il est aussi pisté du coup par le FC Barcelone là cet été puisqu'il est en fin de contrat. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu un accord à l'amiable avec les victimes? Peut-être, on ne sait pas. Est-ce qu'il a payé? On ne sait pas. Mais dans tous les cas, c'est vraiment pas une bonne publicité pour le club si le club l'a couvert et si le club passe outre cette partie éthique. Et moi, effectivement, si le nom sort dans la presse en disant voilà, c'est Thomas Partey, c'est lui, on est sûr, on a toutes les preuves, etc. Bah là, par contre, si on le prolonge, effectivement, ça serait une énorme erreur et on peut pas accepter ça en fait, c'est pas possible. Après, contractuellement, on pourrait faire. Bah, je sais même pas. Tu vois, genre, tu dis, OK, on te prolonge dans les conditions sportives et financières que l'on dit, et on met une petite clause en bas du contrat que si ton nom il sort et que tu es jugé coupable, ou même si ton nom il sort, tu dégages, quoi. C'est une clause Ça fait un de. peu léger quand même d'une entreprise comme Arsenal De spécifier ça dans un de contrat, ouais. spécifier le Ouais, truc, tu vois. C'est. je sais bien, je sais que c'est très borderline, mais c'est très compliqué parce que, encore une fois, présomption d'innocence ou pas, mais à un moment donné, faut qu'on se positionne assez rapidement. Et après, moi, la piste Barça, j'ai quand même du mal à y croire. J'ai l'impression que c'est plus une piste qui sort pour un Ça, petit c'est peu essayer l'agent de Partey d'augmenter. qui essaye de faire monter À la mon avis, sauce. ouais. Bah, c'est un peu comme ça que je le ressens, moi. C'est Barcelone, je vois possible, pas après, l'intérêt, c'est hein. c'est possible, mais après, ça fait quand même quelques semaines là où on sait que bah, du coup, Arsenal veut le prolonger, que Partey, lui, veut prolonger aussi, parce que forcément, bah, il est bien à Londres, donc il n'a pas envie de bouger. Et bah, c'est toujours pas signé, quoi. Donc, pour une prolongation où les deux parties sont d'accord, c'est un peu long. Ouais, j'entends bien. Du coup, on garde ou on vend? Bah, on garde ou on laisse partir? Bah, vous gardez ou vous laissez partir? Faudrait laisser partir. Ok. Faudrait laisser partir. Si tu veux vraiment t'assumer. Le problème, c'est que dans ces clubs de première ligue, il n'y a personne qui veut faire le premier pas. Il n'y a personne qui veut Hmm. faire le premier pas, vraiment se montrer en exemple, parce que les autres le font pas, on va pas le faire, on attend, on est couvert légalement, on fait rien d'illégal, et on se cache derrière.
Puis je trouverais de la part du club très hypocrite de le prolonger en sachant ça, parce qu'on sait qu'Arsenal est très Ouais, impliqué aussi caritativement, etc. Donc tu voilà. fais beaucoup des trucs caritatifs, etc. Le maillot tout en blanc pour dénoncer les attaques au Mm. couteau. Et puis derrière, tu prolonges un mec qui a volé 4 meufs, quoi. Tu vois. Enfin, moi, C'est ça me c'est poserait un gros problème. c'est notre club, on l'aime. Tu veux te montrer, tu veux être un pionnier dans tous les faits de société, comme a dit Louis avec le No More Red, machin. Assume, assume jusqu'au bout, prends tes décisions. Et surtout, que t'as même pas cassé de ton pain, hein. Tu as juste Ah oui, 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 à rien renouveler. Ouais, tu l'as T'as même rien pas c'est le fait, fin fait, de hein. contrat. Alors, Et là par d'ailleurs, contre, oui, je pense par qu'au contre, 2 juin, il est plus sous contrat chez nous, hein. Je sais pas quand c'est ça. ça va te coûter après 30-40 millions d'euros à, À remplacer. en Mm. plus. Mais bon, enfin, éthiquement et sur le long terme, je pense que c'est quand même la Rapidement, solution. Corentin, tu gardes ou tu vends? Ou tu Ouais, laisses ouais, partir, bah, pardon. rapidement, mais c'est vrai que c'est très compliqué, hein, parce que, comme l'a dit, en fait, je suis totalement d'accord avec lui. Sportivement, oui, c'est quelqu'un à prolonger parce qu'on a déjà perdu Jorginho, mais éthiquement, c'est vrai que moi, pareil, ça me pose énormément de problèmes si son nom venait à sortir dans une affaire, sur cette affaire judiciaire, qu'on entend parler depuis 3 ans maintenant et qui traîne, qui traîne, qui traîne. Et c'est vrai que les rumeurs sont de plus en plus lourdes sur lui. Mm. Et c'est vrai que moi, déjà, c'est vrai que le Visit Rwanda, personnellement, me pose vraiment problème par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays. Mais c'est vrai que, avec l'histoire en plus sur Thomas Partey, moi, ça me pose problème. Et surtout que Arteta, en plus, a dit en conférence de presse qu'il voulait absolument le garder. Donc je pense que ça allège pas la Ça situation. interroge. Ouais, du coup, je pensais pas qu'Arteta allait faire cette sortie. En vrai, ça m'a vraiment surpris quand il a dit ça. Donc, ouais, c'est compliqué, Partey, hein. Franchement, moi, je prolongerai pas dans tous les cas, parce que je pense que, ok, on se mettrait peut-être un peu dans la merde au milieu, mais je pense que ça vaut quand même le coup de tenter quelqu'un d'autre plutôt que de prendre le risque de le prolonger et qu'il se passe des trucs dramatiques, on va dire, à niveau éthique et qui nous ferait du mal, quoi. Ouais, parce que si le nom il sort et qu'il y a procès, le mec il est plus apte à jouer. C'est impossible que le mec il ait la tête au football quand t'as un procès au cul, quoi. Et puis l'image du club en Et prendrait l'image du club en plus. Ouais, bien sûr, un hein. sacré coup, quoi. Donc voilà. Bah, ça va être l'un des feuilletons des jours et des semaines à venir en attendant la signature, on l'espère tous, de Zubimendi et peut-être d'autres milieux de terrain. Messieurs, il est temps de vous remercier de votre participation. On espère que cet épisode plaira aux auditeurs. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à l'animer avec vous. Il reste deux épisodes à faire, donc ça sera sur l'attaque. Je pense qu'on va encore beaucoup rire. Et puis, est-ce qu'on parlera quand même un peu de Monsieur Sterling? Un petit peu quand même. Le dernier épisode sera consacré à Arteta, grandement Arteta, et un petit peu à son staff et au board. Euh, Corentin, Jonathan, Louis, merci. Vraiment, merci beaucoup de Merci vous à toi, être Raoul. libérés. Merci. De toute façon, on se dit à très bientôt, hein. La saison est terminée, mais l'aventure continue. Et puis, de toute façon, on se voit demain. Il y a réunion demain, les gars. C'est vrai. T'es C'est confirmé ou vrai. pas? Ouais? Bah oui, bien sûr. Ah, bah voilà. Alors, ce sera avec un grand plaisir que je reverrai vos têtes. T'as Louis, privatisé quelque chose, Quentin? T'as privatisé quelque chose pour la réunion? bah, moi, j'ai mis un Ouais, local à disposition. Il veut voilà. pas, hein. Il faut, Ah, il nous faut, il faut que j'augmente les cotises pour payer le trajet à Marrakech pour tout le monde. trop chaud. Non, je supporte pas le show. Je suis désolé. Ah merde. Euh, Merci messieurs, les auditeurs, vous n'hésitez pas. Alors il n'y a pas de nouvel article disponible pour le moment, mais il y en a encore tout plein à lire. Il y a d'anciens épisodes à écouter, notamment celui sur le sacre des d'Arsenal Woman. Hmm. Et puis plein de Il y en a belles un qui choses à va, il y en venir. a un qui, il y en a un qui va sortir dans les jours prochains. Je suis en train de le terminer, donc ça tombe bien. Ah bah alors, ce sera avec un grand plaisir qu'on te le lira, Louis. Messieurs, très bonne soirée à vous et à bientôt. Comme Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word.
I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.